est parti? On est parti. Ok. Alors, bienvenue dans l'épisode 4 à méditer. Nous sommes là en Angleterre, à Londres, avec Didier Merveilleux. Donc Didier Merveilleux, pour ceux qui n'ont pas fait le rapprochement, c'est mon père. Je suis Elliot Merveilleux, voici Clément. Et voilà, donc mon père est aussi pâtissier. Donc voilà pourquoi on est revenu ici un peu filmer la source de mon origine de la passion pour la pâtisserie. Donc merci pour l'accueil. Welcome, j'allais dire enchanté. Enchanté Clément, parce que enchanté, je ne te connaissais pas. Mais bienvenue à Didier Pâtisserie, c'est un plaisir de vous avoir et je suis honoré d'être interviewé par vous deux. Merci beaucoup pour l'accueil. Ouais, c'est un plaisir. Bon, toujours un plaisir de revenir ici. Ouais. Moi je connais un peu plus. Clément, c'est vrai qu'il ne connaissait pas. Je découvre. Forcément, j'en parle toujours de l'entreprise familiale, parce que c'est quand même là où j'ai un peu tout commencé. Ouais. Donc c'est vrai que j'en ai parlé plein de fois à Clément et ça fait plaisir de pouvoir te montrer aussi là d'où je viens quoi. C'est un peu notre histoire familiale. Ouais. Non seulement aventure professionnelle, mais je pense que c'est aussi notre histoire familiale. Donc là on est à Didier Pâtisserie, Ouais. donc l'entreprise où tu travailles. Ça a commencé il y a combien de temps à peu près? Alors, j'ai immigré donc en Angleterre en 94. Pour être précis, c'était en juillet 94. C'était même le 5 juillet 94. C'est peut-être une date qui te dit quelque chose. Ouais, très bien. On se situe bien. Ouais. C'est l'anniversaire en fait de ta mère. Ouais. Et donc, je suis venu en fait. J'avais été appelé par Albert Roux, la famille Roux. Hein, c'est une institution ici en Grande-Bretagne. Les frères Roux, ils ont tout amené en Grande-Bretagne. Ils ont commencé il y a 40 ans ou 45 ans, enfin je ne sais pas exactement, mais voilà, moi je me souviens à l'époque, j'avais les bouquins des frères Roux quand j'étais sur Paris. C'était pour moi des figures en Angleterre, et un jour à Paris, j'ai reçu un coup de fil d'Albert Roux, donc qui cherchait un manager pour son nouveau business, The House of Albert Roux. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé en Angleterre. J'ai commencé comme manager pour Albert Roux, donc à The House of Albert Roux. Et sur le coup, c'est vrai que Londres, j'avoue que les premiers temps, ça me surprenait parce que c'est quand même c'était et c'est toujours aujourd'hui une grande plateforme, on va dire financière. Et puis c'est quand même sur le plan international, c'est très connu. Et en même temps, je trouvais à l'époque que l'offre en pâtisserie n'était pas ce qu'on pouvait espérer par rapport à Paris. Surtout que toi, tu sortais de Paris, donc forcément, la comparaison, ça devait être flagrant. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, pendant 5 ans, j'avais fait toutes les grandes maisons parisiennes, Potel et Chabot. Je sortais de Potel et Chabot quand je suis arrivé à Londres, la maison Pelletier, la maison Storer. J'avais travaillé aussi pour la chaîne Concorde, à La Chapelle-en-Serval, qui est un peu dans le nord de Paris, qui fait partie de la chaîne du Crayon. Donc voilà, j'étais vraiment un petit peu dans cet esprit, dans cette philosophie de la haute couture, pâtisserie française. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Londres, au début j'étais un petit peu surpris. Je m'attendais à que l'offre soit un peu plus impressionnante. Donc ça, c'était mes débuts. Et puis voilà, Londres, c'est quand même une ville. C'est une ville, je dirais, qui peut être paradoxale dans le sens où c'est extraordinaire. Il y a une effervescence formidable à Londres. Et en même temps, quand on arrive, ça peut paraître un peu froid au premier abord. Londres, comme ça, c'est un peu difficile. L'intégration n'est pas aussi évidente qu'on peut le penser. Mais en fait, j'avais des amis britanniques qui m'ont fait découvrir Londres, la Grande-Bretagne aussi. Et en fait, au bout d'un moment, le sérum a été un peu injecté et j'ai commencé à me passionner pour cette ville. Et puis, il y a des amis qui ont commencé à me dire Didier, tu parles toujours de haute couture parisienne, enfin de pâtisserie haut de gamme, etc. Mais pourquoi tu te lances pas, quoi? C'est vrai que c'était pas évident sur le coup, mais parce que quand tu es arrivé à Londres, tu n'avais pas forcément
prévu ça. Toi, Non. tu t'es dit, je vais aller travailler pour Albert Roux. Voilà, c'est ça. Je vais faire mon temps là-bas et tu comptais rentrer après? Oui. Alors, voilà, à l'époque, j'avais fait à peu près 5 ans sur Paris, dans les grandes maisons parisiennes. J'avais quand même, quelque part, l'idée que je me mettrais à mon compte. Je ne savais pas exactement sous quel format. Et je reconnais que Potel&Chabot m'avait beaucoup séduit. Que j'aimais beaucoup l'idée de centraliser la production, de créer des desserts et de les proposer en fait aux professionnels. Donc de s'adresser plutôt aux professionnels plutôt que d'ouvrir des boutiques et d'attendre le client. C'était une autre approche on va dire de la pâtisserie. Et ça m'avait intrigué. Et donc, au bout d'un moment, l'idée a mûri en moi. Je me suis dit, mais pourquoi je ne créerais pas un mini Potel&Chabot à Londres? Voilà, c'était un peu comme ça que l'idée est venue. Et donc voilà, sur le coup, j'ai commencé un petit peu à me faire aider par des amis britanniques. On a fait une petite étude de marché, etc. Mais c'est vrai que j'avoue qu'au début, mes ambitions ont été, on va dire, plutôt... j'avais des petites ambitions. Je ne me disais pas que j'aurais jamais imaginé que ça allait prendre une telle envergure. En tout cas, c'était, on va dire, des ambitions modestes, mais en même temps, une philosophie et une idée très précise qu'on n'a jamais lâchée. Ouais. Et c'est ça finalement qui a fait peut-être qu'on en est arrivé là. Puis c'est vrai que tu dis ambition modeste, mais d'un autre point de vue, pour un jeune pâtissier français débarqué à Londres, avec pas beaucoup de sous sur son compte, décider d'ouvrir ça. Bah, c'est pas donné à tout le monde des ambitions pareilles. Donc, c'est déjà ambitieux de partir de Paris en plus avec une assise un peu, je sais pas quel poste vous aviez déjà à Paris, mais peut-être une bonne place. Chef pâtissier, Chef pâtissier, et ensuite du coup partir à Londres, un peu dans l'inconnu, un autre pays. C'est vrai. Une autre culture. C'est vrai. C'est déjà ambitieux de base. C'est sympa que vous dites ça parce que c'est vrai que des fois, avec ta mère, on l'oublie ça. Mais c'est vrai qu'on était un couple de jeunes Français qui arrivaient à Londres et qui étaient en train de créer leur entreprise et de surcroît dans le sud-est de Londres. C'est vrai que le sud-est de Londres, c'était pas l'endroit où, on va dire, la communauté française cherchait à s'installer. En général, pour trouver la communauté française, on la trouve plus dans l'ouest de Londres. Et nous, on s'est dit, moi, l'est de Londres, j'aimais beaucoup Blackheath, Greenwich, Blackheath, ça me plaisait. Et je trouvais qu'il y avait peut-être un peu plus de place pour s'installer, pour installer un laboratoire que dans l'ouest de Londres. Donc, oui, c'est vrai, finalement, sans s'en rendre compte, je suis d'accord avec toi, Clément, on avait finalement une certaine ambition. Une certaine ambition, en tout cas, c'est de se dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, on y est allé. On a créé un petit labo. Alors, au début, c'était client zéro, un tout petit budget. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on a réussi à intéresser un petit peu une banque pour nous supporter. Et puis on y est allé avec un petit business plan et puis on a fait du démarchage au départ. On contactait les... C'est quoi cette étape de démarchage? C'est aller toquer aux portes? C'est ça. Physiquement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a créé le laboratoire, on a acheté du matériel d'occasion au départ. Avant d'avoir le moins de clients, c'est ça. Ah oui, il nous fallait une base. Donc on a trouvé un local dans le sud-est de Londres. C'est pas très loin d'ici, c'est à peu près à 10 minutes de voiture d'ici, à Deptford. Donc vraiment à côté de New Cross, c'est un petit peu vraiment on va dire c'est la banlieue londonienne. Et c'est vrai que là aussi, c'est vrai qu'on n'avait pas, comment dire, ça nous faisait pas peur en tout cas. Pour nous, c'était, en tout cas, c'était pourquoi pas un endroit comme un autre et ça nous plaisait. Donc, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas. C'est vrai que c'est pas les beaux quartiers non plus, quoi. C'est pas les beaux quartiers. C'est pas les beaux quartiers, ça a son charme, mais c'est pas les beaux quartiers. C'est ça. Enfin, même il y a une anecdote où je crois que c'était mamie et papy du côté de ma mère, ils étaient venus visiter la première fois et c'est vrai que ils étaient peut-être un peu plus craintifs que vous. Et ils ont vu le labo, ils ont dit mais on est où là, c'est quoi ça? Alors que vous pensiez pas comme ça en fait. Tout à fait. Oui, l'environnement, on va dire, c'est un environnement très populaire avec beaucoup d'immigration d'une façon générale. Mais voilà, nous on se plaisait, c'était des quartiers qui étaient très
populaire mais chaleureux. Et puis c'était pour nous un endroit, on n'était pas très loin de Londres en fait, on était assez proche, on va dire à peu près en voiture on était à 40 minutes du centre, à 45 minutes du centre, et c'était une adresse londonienne, donc voilà. Et de toute façon, dans l'approche de l'entreprise, de ce que vous alliez faire, le lieu n'était pas trop important par rapport au fait de... Vous allez vendre à des entreprises, donc... c'est ça, exactement. Ça importait moins que si des clients allaient venir sur place pour... C'est ça, on n'avait pas besoin de acheter, pignon sur rue, tout à fait. Et donc au départ, on s'est installé. On avait à peu près, je crois, si ma mémoire est bonne, 200 mètres carrés peut-être de laboratoire ou 150 mètres carrés de laboratoire. Et donc l'idée, on faisait des échantillons. J'avais à l'époque, on s'est équipé au fur et à mesure. J'avais un petit Renault 5. Je faisais le tour de Londres et j'allais voir les professionnels, ceux que je trouvais dans l'annuaire, dans le bottin, parce qu'à l'époque, en 95, on n'avait pas non plus encore... Internet comme ça. On n'avait pas Internet. On a commencé sans Internet, il faut le savoir. On a commencé sans Internet, donc on y allait en se référant à des magazines de la gastronomie, etc. On voyait un petit peu qui pourrait être intéressé à nos produits. Et puis, voilà, en frappant aux portes... bon an, mal an, très vite, en fait, ce qui était intéressant, c'est que on créait les produits, on les présentait, et quand les potentiels clients goûtaient, il y avait tout de suite un intérêt. C'est parce qu'en fait, ce que je trouvais à Londres, il manquait justement de créateurs qui faisaient tout de A à Z. C'est-à-dire faire sa pâte sucrée, faire ses bases, faire son biscuit, c'est tous ses intérieurs. Donc nous, c'était ça la philosophie de départ, c'était de se dire si on le fait, on va tout faire de A à Z. Et proposer ce que j'appelle de la pâtisserie authentique, donc avec des matières premières nobles, faites par des chefs. Voilà. On est parti sur cette philosophie-là. Et c'est vrai que tout de suite, on a senti que ça plaisait. Il y avait une vraie demande. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça, peut-être. Exactement. Ils avaient plus l'habitude, comme tu dis, peut-être des gens qui achetaient des fonds de tarte. Et en fait, même si ce n'était pas vendu comme ça aux clients, en fait, ça se ressent finalement dans le produit fini. Surtout chez les professionnels qui cherchent justement un produit qualitatif. Donc en fait, on avait, j'ai même envie de dire, les premières années en fait, de notre business, en fait, on était presque victime de notre succès, quelque part. Parce qu'on a assez vite eu des contrats assez intéressants. Ça a commencé avec un ou deux centres de conférences. On a eu quelques restaurateurs indépendants. Mais très vite, après, on a été sur les grands magasins de la High Street. Donc, Harvey Nichols, Selfridges. Contrat avec Harvey Nichols, Selfridges, c'était quand même c'est les galeries Lafayette de Paris, quoi. C'était on les a tous eus, on a même eu Harrods assez rapidement, simplement parce qu'on faisait de la pâtisserie qui était vraiment, je veux dire, quand on la goûtait, il y avait pas photo. C'était vraiment fait avec des produits nobles. Cette simple idée, en fait, elle était simple. Hein, c'était quelque part, j'utilisais un petit peu tout le savoir-faire que j'avais accumulé dans les grandes maisons parisiennes, dans mon apprentissage, etc. Mais de le servir ici en Grande-Bretagne, à Londres, et je me suis rendu compte qu'il y avait un gap, comme on dit gap, donc un écart, un écart, et qu'il y avait quelque chose à faire. Et ça c'est vrai que c'est marrant parce que dans notre premier épisode, on a un peu parlé avec Yvan Chevalier. Lui, il disait, mais à une échelle plus petite, que ce que les gens font de plus en plus, c'est qu'ils vont à Paris, ils se forment, ils font les grandes maisons, et après ils repartent un peu dans leur petite campagne, de leur plus petite ville, dans leur petite région pour justement exploiter ce savoir-faire. Et là, c'était encore sur une échelle encore plus grande parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant, ils sont à Paris, ils se forment quelques années, et on voit de plus en plus, ils partent à l'étranger. Et là, ils explosent parce que à Paris, en fait, tu acquéris un savoir-faire qu'il y a rarement ailleurs. C'est un peu ce que vous avez fait avant l'heure, mais en partant à Londres, en fait. C'est ça, c'est ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Paris, ça reste la référence. La France, la pâtisserie, la technique de la pâtisserie française, c'est une référence. Et j'ai toujours... ce métier est extraordinaire. C'est un beau métier qu'on fait. Et ce qui me plaisait, enfin moi j'avais été un petit peu mordu par le virus, parce que j'avais déjà voyagé aux États-Unis,
J'avais été pâtissier dans mes jeunes années aux États-Unis pendant 3 ans. Et j'avais été un peu mordu par le virus d'être pâtissier français à l'étranger. Je trouvais ça extraordinaire. Être ambassadeur de notre beau métier, de la technique française, c'est extraordinaire. Donc, en venant ici, c'était important parce que je suis parti quand même aux États-Unis assez jeune, donc je voulais quand même continuer à me former. Donc, je l'ai fait à travers les grandes maisons parisiennes. Et en même temps, alors, je ne sais pas si peut-être déjà l'idée commençait à germer dans ma tête à l'époque, j'avais commencé à suivre les cours du CNAM à Paris. C'est quoi le CNAM? C'est quoi? Alors le CNAM, c'est le Conservatoire National des Arts et Métiers. Ok. Donc c'est pour des unités de valeur comme la comptabilité, l'économie, et qu'est-ce que j'avais comme unité de valeur? Comptabilité, économie et droit des affaires. Parce que je sais pas, je pressentais qu'un jour j'en aurais peut-être besoin. Ton subconscient peut-être Ouais. te dit. Donc le soir, je travaillais à 5-7 heures du matin, j'allais dans le laboratoire, j'ai fait plusieurs maisons. Au départ, j'avais démarré à Puteaux, je me souviens, pour un salon d'été qui s'appelait Les Nuits d'été, dans le 6e à Paris. Donc je travaillais le matin, j'allais au labo, etc. Et le soir, je prenais les cours du soir, place d'Italie. Donc avec le CNAM, le Conservatoire des Arts et Métiers. Et ça m'a, je crois, j'ai eu dégoté l'unité de valeur comptabilité. J'ai pas eu l'économie et le droit des affaires non plus, je crois. Mais c'est pas grave. Ça m'a permis un petit peu de mettre un premier pied dans le sujet. Ouais, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé l'entreprise, ça m'a servi. Après, j'ai vraiment senti que ça m'avait servi. Donc, plusieurs années après, l'entreprise, comme tu dis, a grossi très rapidement. Ouais. Donc en fait, vous avez ouvert en 95, tu disais? Donc voilà, on est en 95, donc un an après que je sois arrivé en Angleterre, on ouvrait en 95, juin 95. Après, j'imagine, dès les débuts des années 2000, voilà, c'est ça. Ça a commencé, vous avez commencé à avoir les gros contrats. Ouais. Et là, vous avez emménagé dans ce labo où on est actuellement. Voilà, c'est ça. En 2003. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là où on était, donc là où on a commencé à Deptford, on avait un unit et on a dû prendre celui d'à côté, puis celui d'à côté. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah voilà, ça continue, on continue à se développer. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est les compagnies aériennes qui ont détecté nos produits en se baladant, parce qu'ils font ce qu'ils appellent le safari hunting. Donc, ils vont dans Londres et ils essayent de trouver des produits, des bons produits, des desserts ou autre chose. Comme des chasseurs de tête, mais pour des produits. Pour les produits. Et ils avaient détecté notre tarte tatin, je crois, à Bluebird à l'époque, qui faisait partie des restaurants Conran. Bluebird, très connu, c'est de Chelsea. Ouais, à Chelsea, ouais. Et donc on a commencé à être contacté par les airlines. Et là, voilà, donc je me souviens, j'avais été voir Qantas Airlines à Heathrow. Et puis on a commencé à faire des présentations et on a très vite vu que pareil, là au niveau de l'aérien, en tout cas des transports, vous démarquiez, il y avait un vrai intérêt. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, il va falloir qu'on voit plus grand. Donc je me suis dit, j'avais commencé déjà à anticiper dans les années 2000, l'année de ta naissance. On avait commencé un petit peu à anticiper les choses et on s'est dit que vraiment, si c'était soit à un moment donné, on freinait cette expansion, ou soit on y allait pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et on se donnait vraiment les moyens de l'expansion. Ouais, de réussir. Ouais. Voilà, de réussir. Ça, c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans les grandes entreprises. Il y a forcément un moment, au début, il y a forcément un moment où soit ils ont le déclic, ils disent ok, fonce, soit ils disent tu vois, on va rester, on va assurer le coup. Ouais. Et en fait, 20 ans après, tu vois les entreprises qui ont osé et qui n'ont pas osé. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien, que chaque personne marche à sa façon, il faut s'adapter, mais bien sûr. En fait, c'est des décisions qui sont prises au début, et en fait, 20 ans après, c'est exponentiel. Tout à fait. Si tu décides de prendre la tangente, justement, on y va, après, en fait, ça peut exploser très rapidement. C'est ça. On a pu le voir avec Vincent Garlet. Ouais, Vincent Garlet, typiquement, il a commencé avec une petite boutique, et maintenant, il en a 6 à Nantes. Puis, c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. C'est clair qu'il y a, comme vous dites, il y a un cap. Après, il y a ceux qui décident justement de temporiser. Et c'est un choix, ça se critique, faut pas critiquer.
c'est parce que c'est quand même toujours des risques. Donc nous, du coup, on a fait le choix d'y aller pour un laboratoire beaucoup plus grand, mais fait sur mesure cette fois-ci. Donc c'est là où on se trouve ici, à Greenwich. Et ça, c'était en 2000. Donc on a trouvé le local qui faisait à peu près un peu plus de 1000 mètres carrés. Et j'ai dessiné le laboratoire avec une entreprise anglaise. J'avais pris une entreprise anglaise à l'époque, un architecte anglais, il y avait une entreprise française, d'ailleurs que je peux citer ici, s'il regarde cette vidéo, c'est PV Labo, qui m'a aidé à conceptualiser le laboratoire. Donc on a fait ça avec eux, et il y avait donc il y avait une entreprise du bâtiment anglaise et un architecte au milieu qui était un architecte anglais aussi. C'est quoi un peu le parallèle entre avec les Anglais et les Français? Alors ouais, là ça c'est pas mal, ça c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. C'est vrai que je me suis souvent trouvé dans ce dilemme entre les deux. Et c'est marrant parce que c'est là où on ressent la différence dans l'approche, où c'est vrai que nous, les Français, on part avec beaucoup plus d'élan, beaucoup plus d'enthousiasme, et l'anglais, lui, beaucoup plus pragmatique, un petit peu, ils ont une approche plus pragmatique, et des fois, c'est vrai que c'est pas qu'une question de traduction, c'est aussi qu'on ne se comprend pas sur la méthode, la façon d'avancer. Ou peut-être que l'anglais est encore une fois plus pragmatique, et le français un petit peu marche un peu plus sur l'émotionnel. Donc se retrouver entre les deux, des fois c'est pas mal. Il a fallu faire des... Mais bon, on l'a fait. On l'a fait et... Ça, pareil, c'est un truc qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Enfin, on connaît plein de pâtissiers français qui partent à l'étranger, même à Londres. Ouais. Et bon, ça marche pas forcément parce qu'il y a aussi ce côté... c'est pas... culturel. Peut-être mettre un peu d'eau dans son vin aussi. Bien sûr, tout à fait. Non, c'est clair. Ça aussi, sans critiquer, c'est pas donné à tous les Français c'est de un peu prendre sur soi et de... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir de son conditionnement, on va dire, de sa culture, et puis comprendre un petit peu la culture d'en face, ou la culture dans laquelle on évolue. Et je pense que si je n'avais pas fait cette démarche dans mon esprit, je pense pas qu'on aurait eu le même succès qu'on a eu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vraiment de se dire, ok, je viens ici en Grande-Bretagne, c'est un pays avec une culture différente. Clairement, il y avait une opportunité au niveau de la pâtisserie. Mais je ne me suis pas dit que j'allais venir vendre de la pâtisserie française. Je me suis plus dit, en fait, je vais essayer de venir ici et de peut-être m'intéresser aussi à cette culture. Et finalement, il n'y a pas la même technique en pâtisserie. Ils ont souvent des desserts ce qu'on appelle le comfort food. C'est des choses, on va dire, des desserts que maman fait à la maison. Mais des fois, ces desserts traditionnels, ils ne sont pas toujours évident à réinterpréter. Donc nous, on a vraiment fait cet effort de dire aux entreprises qu'on approchait, dire voilà, nous on est, pas mettre en avant le côté pâtisserie française, mais dire plus la technique. Et c'est vrai que la technique française est reconnue. Je veux dire, en général, on nous fait confiance parce qu'on sait qu'on apprend. Il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire. C'est ancré dans nos gènes, en fait. Bien sûr, exactement. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir en voyageant en France, c'est ça. en faisant des stages. C'est ça. Et il y a une vraie confiance là-dessus. Vous savez, dans la Grande-Bretagne, malgré l'antagonisme avec la France, on le connaît tous, on le sait très bien. Les roast beef. Ouais. On va pas parler du match de rugby il y a 2 semaines où l'Angleterre a gagné. Ouais. Malgré l'antagonisme, en fait, vous savez, les Britanniques, ils ont une relation à la France que j'appelle « je t'aime moi non plus ». C'est qu'ils adorent la France. Alors des fois, c'est vrai que, moi je m'en rends compte, c'est vrai que nous, Français, on peut être un peu, entre guillemets, arrogants. Parce qu'on a un beau pays et on a le droit d'en être fier. On a un beau pays, on a une culture extraordinaire autour de la gastronomie. Donc on a raison d'en être fier. Pour autant, il faut faire attention de ne pas regarder les autres cultures de haut. Pas tomber dans l'ignorance. Voilà. Donc j'ai toujours fait attention ici de me placer un petit peu en tout cas de me mettre en dessous et de me dire comment je peux vous aider.
comment je peux aider, quels sont vos besoins. Si le jour où British Airways m'a demandé de reproduire on va dire des classiques britanniques, il a fallu que j'apprenne. Il a fallu que je cherche à comprendre ce que c'était par exemple un trifle. Qu'est-ce que c'est qu'un sticky toffee pudding? Voilà. Et cet effort d'essayer de comprendre la culture, de comprendre le produit et de mettre cette technique au service de cette culture, les Britanniques vous sont tout de suite reconnaissants et ils vous apprécient. Donc cette démarche-là, elle a vraiment, je pense, elle a vraiment payé. C'est marrant parce que j'ai l'impression que dès le début, ça a super bien fonctionné. Mais c'est peut-être parce que du coup, il n'y avait pas du tout de concurrence, ou il n'y avait pas de personnes qui réussissaient à comprendre les entreprises ou leurs demandes. C'est vrai. Il y avait de la concurrence, mais c'est vrai que dans ce qu'on avait décidé de faire, c'était très spécifique. Il n'y avait personne qui faisait ce qu'on faisait, en tout cas en respectant, on va dire, en ne prenant que des matières nobles, en utilisant des méthodes, des vraies méthodes, des techniques de pâtisserie. Je me souviens qu'à un moment donné, par exemple, les bases de tarte, il n'y a personne qui les faisait. Nous, on faisait tout à la main au départ. Et je me souviens que British Airways, au bout d'un moment, sur leur brief, parce qu'il n'y avait que nous qui faisaient ça, ils disaient on veut voir des tartes. Et entre guillemets, ils mettaient comme chez Didier's. Donc on était devenu presque un marqueur, une référence. On était devenu une référence dans la fête parce que voilà, on montrait autre chose que, on va dire, les tartes hyper épaisses avec les bords bien droits. Voilà, c'est ça, ou flûtées que les industriels faisaient. Donc on marquait une différence. Et je sais qu'au départ, moi j'adorais prendre les clients, j'avais British Airways qui venait ici, je les emmenais dans le laboratoire, ils faisaient un tour, ils voyaient qu'on faisait même nos zestes, ça sentait le zeste de citron, il y avait vraiment des odeurs de pâtisserie, de confection, et ça plaisait aux clients parce que tout était fait. Il y a vraiment des artisans derrière, un savoir-faire. Voilà. Et mes concurrents, à l'époque, il y avait beaucoup de ce que j'appelle le semi-process. Donc j'achète une poudre, je mets de l'eau avec et je fais une crème. Moi, ça, je voulais pas en entendre parler. Et voilà, donc j'ai envie de dire le fil conducteur entre 1995 et aujourd'hui en 2025, mais c'est ça en fait. Ça n'a pas changé ça. On a beaucoup évolué en tant qu'entreprise, parce qu'évidemment, donc on va revenir en arrière, là je saute un peu, mais on était en 2004. Donc 2004, on arrive ici. C'est pareil, le laboratoire, on l'a conçu, magnifique, mais il nous paraissait un petit peu grand. Parce qu'on était 18 là quand on a quitté Deptford, le petit laboratoire, on était 18, on est arrivé 18 ici, il y avait beaucoup de place. Et là actuellement, on est 70 dans l'entreprise aujourd'hui. Et ça paraît quand même grand. C'est grand. On a été voir les labos, il y a encore la place. Donc c'est sûr qu'à 18, à 18 on se cherchait. Et puis il a fallu aussi assez vite rentabiliser la dépense qu'on venait de faire. On s'était endetté, donc j'avais quand même à peu près un an pour justifier le fait que voilà. Donc là, on a déjà perdu un peu l'ambition modeste. On n'était plus dans l'ambition modeste, c'est vrai. En fait, c'est vrai qu'au bout de 8 ans, parce qu'on est resté 8 ans là-bas où on était à Deptford, au bout de 8 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, je me dis, mais en fait, là où on pensait qu'au départ, on ferait un peu du local, etc., mais en fait, ce projet nous emmène beaucoup plus loin qu'on le pensait. Donc, je me suis dit, mais oui, je voyais bien, il y avait les compagnies aériennes qui frappaient à la porte, et il y avait toujours cette demande croissante pour de la pâtisserie de qualité, des desserts de qualité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait le saut et qu'on s'est dit qu'on allait partir sur un laboratoire beaucoup plus grand. Et quelques années après, donc ici, j'imagine que vous avez très rapidement quand même comblé un peu l'espace, parce que si tu as les clients qui frappent à la porte, forcément, en fait, tout a dû s'enchaîner très rapidement. Oui, bien sûr. Donc l'aérien est arrivé, comme on l'avait pressenti. Qantas Airlines, Virgin Airlines, et on a eu British Airways à Heathrow. Ça, c'était énorme. Et ça, on l'a eu donc on a déménagé en 2004, en 2005, British Airways arrive. Et ça, c'était énorme. Pourquoi par rapport aux autres compagnies aériennes? C'était la plus grosse flotte. La plus grosse flotte du UK. Donc du coup, on parlait d'un seul coup par jour. Rien que pour la business class, c'était 3000 produits qui partaient tous les jours.
800 produits, 800 kits pour la première classe, et plus tout le reste. Donc c'était pour nous un gros contrat, c'était extraordinaire, on en avait besoin, il fallait justifier la dépense qu'on avait faite ici. Et donc après, d'autres compagnies aériennes ont pris le pas aussi, et on a aussi commencé à prendre de l'événementiel un peu plus important, dans le catering. Mais on était toujours dans cette philosophie de faire le produit et le livrer nous-mêmes, le livrer donc à des indépendants, mais ou voir à l'aéroport, donc pour des compagnies aériennes. Et puis l'événementiel est arrivé. Et d'ailleurs, il y a un événement, on va en parler, un événement qui est arrivé au début, un événement particulier, prestigieux, tellement prestigieux qu'on n'a pas voulu me dire au départ pour qui c'était. Donc, qui est-ce qui vous contacte pour ce projet-là, justement On va peut-être citer quand même. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est Buckingham Palace. Ok. Voilà. Donc, la question de Clément est bonne. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, quand on fait de la qualité et on établit en fait une certaine réputation, il y a un réseau qui se crée. Et là, à l'époque, c'était en particulier une compagnie traiteur pour qui je travaillais. Je connaissais bien le propriétaire. On travaillait beaucoup ensemble. Et un jour, il m'appelle et il me dit Didier, j'ai vraiment quelque chose de très très important. J'ai besoin de toi. Voilà, j'ai besoin de. Au début, il me dit, mais je peux pas te dire pour qui c'est pour l'instant. Donc il me dit, il avait besoin de 3 produits à l'époque. C'était un éclair café, un opéra coupé en triangle, et il appelait ça l'abricot. C'était un petit financier avec un abricot du Roussillon. Donc on avait fait ça. Je me souviens plus des volumes à l'époque, mais on a fait l'événement. Ça s'est passé sur 3 dates. Et à la fin de l'événement, il m'appelle et il me dit « Ok, fantastique, c'était extraordinaire, le produit était génial, le client était super content. » Et il me dit « Voilà, je vais te dire pour qui c'était. » Il me dit « C'était pour Buckingham Palace. » Je dis « Bah ouais, c'est... » Et là, il me dit « Écoute, c'est simple, je viens de gagner... » Il venait en tout cas de gagner le contrat, parce qu'il avait... le contrat part, on dit, en appel d'offres tous les 5 ans ou tous les 4 ans. Il venait de gagner le contrat, et là il me dit je pense que je vais avoir besoin de vous, donc officiellement j'aimerais te présenter à Buckingham Palace. Donc la deuxième année, par contre là on n'était plus, on va dire, dans le back-office, plus dans le secret, on n'était plus dans le secret. J'ai été présenter mes produits au Palace devant une délégation, une commission, pour me faire approuver. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, c'était à l'époque où, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais à l'époque il y a eu une petite polémique parce que Jacques Chirac avait déclaré que la gastronomie anglaise était inexistante. En fait, je ne veux pas reprendre les mots. La honte. Je veux pas reprendre les mots qu'il avait utilisés, mais bon, il avait dit que qu'est-ce qu'il avait dit, une chose comme, il avait comparé ça à quelque chose de pas très noble, et donc ça avait créé une petite polémique, évidemment, comme il y a toujours entre la France et l'Angleterre. Et moi, à ce moment-là, je présente mes produits à Buckingham Palace. Donc il devait tirer un peu la tronche, non? Le Français qui débarque. Non, mais c'est-à-dire que c'est ce que je dis toujours, par rapport à la France, il y a toujours un petit peu cette méfiance où ils se disent Français peut-être arrogant, peut-être trop sûr de lui. Vous voyez. Donc moi, je suis arrivé très humble, toujours très humble, en disant je présente mes produits, j'ai expliqué, j'ai un petit peu présenté, j'étais un petit peu nerveux ce jour-là. Ça peut se comprendre. Ouais, j'étais un petit peu nerveux, mais j'ai présenté mes produits, j'ai essayé d'être le plus naturel possible. Et à la fin, il y a quelqu'un qui se rapproche de moi et qui me dit on avait présenté, vous savez, vous connaissez les scones. Ouais. Donc j'avais présenté mes scones. Il les avait trouvés très bons. Et il m'a dit, il vient vers moi, il me dit mais Didier, vous en pensez quoi, en anglais bien sûr. Vous pensez que Jacques Chirac il sait ce que c'est qu'un scones? Peut-être qu'il apprécierait, non? L'humour à l'anglaise. L'humour à l'anglaise, comme on l'aime.
Et c'est ça, vous voyez la différence entre les Français et l'Anglais. L'Anglais, il va être beaucoup moins rentre dedans. Plus subtil. Il va plus subtil, mais il va dire ce qu'il pense quand même de façon, souvent avec l'humour. Ouais. Et c'est ça en fait aussi les Britanniques, c'est faire passer beaucoup de choses à travers l'humour. Là où nous, on ne sait pas trop faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris des Britanniques, l'humour, très important. Donc voilà, on était devenu officiel à partir de 2007. 2006, c'est là où on était justement un petit peu dans le secret. Et 2007, on était officiel. Et donc, depuis 2007, nous avons fourni toutes les garden parties de Buckingham Palace, l'été, c'est au mois de mai, et celles aussi de l'Écosse. Depuis 2007, tous les ans. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, là, on est d'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu veux nous expliquer un peu ce que c'est une garden party pour ceux qui ne connaissent pas peut-être. Donc, les garden parties, bien sûr, c'est donc le royaume qui invite qui invite des gens. Souvent, c'est des gens qui ont fait alors, ça peut être des nobles, mais pas forcément. Ça peut être aussi des gens qui ont fait des services, souvent pour la charité, qui ont rendu un service pour la communauté. Et des gens qui se sont justement démarqués, qui ont fait quelque chose pour la communauté, etc. Donc en général, quand on est invité par Buckingham Palace, c'est une marque de respect, c'est un honneur extraordinaire. Et donc les garden parties, c'est pendant le mois de mai, par exemple, il y a jusqu'à 5 garden parties. Il y a 3 garden parties qu'on appelle à l'époque, on les appelait les Queen Garden Party. Maintenant, bien sûr, c'est les King Garden Party. Et celle-là, c'est là où il y a le plus d'invités. Donc, il y a jusqu'à 7000 invités. Alors, il y a des chapeaux extraordinaires. Donc, ça se fait dans le jardin de Buckingham Palace. D'accord. C'est magnifique. Il faut voir, toutes les tables sont alignées au cordeau. Il y a des buffets avec des fleurs, c'est magnifique. Et donc là, nous, on livre donc nos afternoon tea. En général, on les livre le matin. Moi, j'y vais souvent le matin quand on fait toutes les livraisons pour le Palace, Buckingham Palace. Je vais dans le jardin jusqu'à la livraison de nos produits pour m'assurer que tout est bien. Et puis, on livre jusqu'à une garden party. C'est à peu près 25 à 30 000 petites portions. Donc, sur le mois, on est sur 100 000, 120 000 afternoon tea. Voilà. T'aurais pensé un jour, quand tu as commencé dans le petit labo, un jour, moi je pourrais faire les gâteaux pour la reine d'Angleterre? Non, jamais. Vraiment jamais. Très honnêtement, je ne m'étais pas du tout imaginé ça. Et ouais, c'était une reconnaissance incroyable, formidable. D'ailleurs, j'ai rencontré Sa Majesté, la reine Elisabeth. C'est pas donné à tout le monde. En 2008. Ouais. Je me rappelle, tu m'as raconté un peu le processus. Le protocole, ouais. Le protocole. C'est vrai que c'est marrant. Enfin, du coup, c'est vrai que je le raconte souvent parce que c'est vrai que les Français sont quand même assez fascinés par la famille royale anglaise. C'est vrai, ouais. Et donc, le fait que toi, tu l'avais rencontré, je raconte toujours un peu le protocole parce que c'est un peu marrant. Ouais. La manière de serrer la main. La manière de lui adresser la parole. Ouais. Donc dès qu'on rencontre la reine, bien sûr, vous avez ces majordomes qui viennent vous voir et qui vous forment, qui vous expliquent ce que vous devez faire, ne pas dire, etc. Donc il y a un petit protocole. Voilà. Donc par exemple, vous tendez votre main, mais vous ne serrez pas sa main. C'est-à-dire que vous portez sa main. Il ne faut pas lui serrer la main. Donc c'était une première chose qu'on m'a appris, ne pas lui serrer la main. Et la première fois que vous vous adressez à la reine d'Angleterre, vous dites Your Majesty. Donc c'est la première fois que vous vous adressez à elle. Yes, Your Majesty. Et la deuxième fois que vous vous adressez à la reine, c'est pas Your Majesty, c'est Yes, Ma'am. Ok. Oui. Donc c'est un protocole à respecter. Voilà, c'est des choses qui pour nous Français nous paraissent d'un autre temps, mais pourtant c'est le. C'est sûr que. Quand on voit comment certaines personnes parlent du président de la France, il y a un monde. Et c'est pour ça que moi c'est pas que j'ai toujours défendu la famille royale, mais en fait il y a beaucoup de gens qui critiquent parce que oui, il y a tout ce côté politique, à quoi il sert vraiment. Et même sans rentrer dans ce débat, en fait, ne serait-ce que juste par la fierté que ça ramène à une population, juste ça, je trouve c'est beau en fait. Donc sans même parler du côté financier, politique, juste ça, moi je trouve, oui, c'est beau en fait d'avoir cette personne que la reine d'Angleterre. C'est ça. Je pense qu'il y a certaines valeurs qui sont là. Il faut
ils ont, en tout cas, bien sûr, politiquement parlant, et au niveau du pouvoir, ils n'ont pas vraiment un impact sur le pouvoir politique. C'est pas ce qu'il leur est demandé, mais ils constituent un repère de valeur pour les Britanniques. Et ils ont quand même des démarches qui sont, on va dire, au niveau des actions de charité. Nous, c'est vrai que c'est pas très connu en France, toutes les associations caritatives. Voilà, tout le caritatif, toutes les associations caritatives. C'est beaucoup moins fort en France. Mais ici, dans ce pays, c'est très important. Et le Royaume, justement, supporte ça et essaye de promouvoir tout ce qui est caritatif dans toutes les actions de charité. Voilà. Donc voilà, pour ça, c'était la petite aparté. Pour revenir à la rencontre, ça doit être tellement stressant, on doit se refaire le film 1000 fois avant de la voir, et déjà de la voir, ça doit être très impressionnant. En plus de faire le protocole, de ne pas se tromper. Enfin, ça doit être une image que vous garderez à vie. Tout à fait, à vie, c'est clair. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Il y a toujours, j'étais pas le seul à être présenté. Il y en avait d'autres qui étaient présentés. C'était à quelle occasion d'ailleurs? C'était justement au moment de la garden party. Okay. Donc il y avait nos produits qui étaient là, et donc son majordome m'a présenté et il m'a dit voilà, ça c'est Didier de Didier's Pâtisserie qui fait nos produits et qui est aussi nous. Parce qu'à l'époque, je me souviens, avec mes équipes, on les aidait aussi à mettre les produits sur assiette. Donc il avait dit à la reine, les équipes de Didier viennent là aussi pour nous aider à comprendre le produit et les mettre sur assiette. Je ne me souviens plus quels avaient été ces mots, mais elle m'avait remercié et voilà. Et donc c'est pas un échange très long, mais c'était pour moi suffisant. Ouais, bien sûr. C'était une belle reconnaissance. Donc ça, c'était la petite aparté, petit grosse moment de fierté. Mais c'est vrai que vous avez débloqué plein d'autres contrats à la suite. Bien sûr. Enfin, plein d'autres événementiels, comme tu disais, genre typiquement Wimbledon. C'est des choses en Angleterre. Pareil, c'est comme les garden parties, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et après, au fur et à mesure des années, ça a grossi. Et c'est vrai qu'il y avait le parallèle aussi où, en même temps que l'entreprise grossissait, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis né en 2000. Mon grand frère en 98, on a eu ma sœur en 2003, mon petit frère en 2006. Donc en fait, on a un peu, les deux ont grandi en même temps, l'entreprise et la famille. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que nous, on a toujours un peu grandi ici, quoi. C'était un peu, on a grandi avec l'entreprise finalement. C'est clair. On sentait que la famille et l'entreprise, ça faisait presque un. Ouais, c'est ça. Avec ta mère, justement, notre philosophie, c'était déjà on s'est jamais dit, si on fait l'entreprise, on va pas pouvoir avoir beaucoup d'enfants parce que justement. Et en fait, on ne s'est pas posé cette question-là. On a fait les deux ensemble, on travaillait ensemble avec ta mère. Je pense qu'il faut en parler d'elle parce que je pense que sans Laure, ma femme, la mère d'Eliott, j'aurais jamais pu tenir la barre. C'était quand même un projet ambitieux et on a travaillé. Donc Laure est bien sûr plus sur le côté comptabilité. Aujourd'hui, c'est la comptabilité, mais à l'époque, elle avait plusieurs casquettes. Elle a fait aussi le food safety. Là où moi j'étais sur le créatif, les costings, les équipes, etc. J'ai une photo même de elle, même avec le tablier, et la Charlotte au début. Tout à fait. Elle mettait la main à la pâte. Alors qu'elle n'a aucune. Bien sûr. Bien sûr. On a vraiment tout fait ensemble. On a tout fait ensemble et j'ai même envie de dire ce business, on l'a fait en famille en fait. J'ai le sentiment parce que comme tu le dis, toi t'en as été imprégné, mais je pense pouvoir dire, et dis-moi si j'ai tort ou raison, mais de façon positive. Ah mais oui, clairement. C'est-à-dire que on voulait pas que notre vie professionnelle impacte notre vie de famille. Donc on faisait attention à protéger la famille. Pour que, on avait quand même l'avantage dans notre modèle de business d'avoir quand même nos week-ends la plupart du temps, ce qui n'est pas toujours le cas dans la restauration et dans la pâtisserie. Donc on faisait attention justement d'avoir nos moments ensemble, etc. Donc, moi, j'ai jamais subi. Pourtant, c'est vrai que, en fait, c'est maintenant avec le recul que je me rends compte, mais vous travaillez énormément. Le soir, ça rentre, forcément, ça parle de travail. Bien sûr. Les week-ends, ça parle de travail. Même les week-ends, même les vacances, faire des emails, faire des appels. Mais en fait,
je m'en rendais peut-être pas compte, mais en tout cas, je l'ai jamais subi. Ouais. C'est sûr que je l'ai jamais subi. Ouais. Et c'est peut-être quelque chose que d'autres enfants, peut-être dans d'autres familles, peuvent subir justement, cette distance avec leur famille, avec leurs parents, parce qu'il y a le côté professionnel qui prend le dessus. Et nous, on l'a jamais, vous l'avez jamais senti comme ça. C'est souvent ça qu'on a quand on entend des discours de pâtissiers qui ont fait, par exemple, des concours, les meilleurs ouvriers de France ou des choses comme ça. Souvent, ils n'ont pas de famille à côté ou ils sont séparés de leur femme ou ils n'ont pas d'enfants. C'est remarquable d'avoir réussi à créer les deux en même temps, quoi, à faire grandir les deux en même temps, parce que oui, ceux qui bossent beaucoup, même s'ils arrivent à avoir une famille de côté, en fait, ils mettent en pause un peu pendant une partie de leur vie la partie famille pour pouvoir. Et ça, c'est pas trop quelque chose que vous avez fait. Non. Et c'est vrai, tiens, c'est marrant que tu parles, parce que tu parles des concours, tu parles. Alors personnellement, j'ai jamais été. J'ai jamais fait de concours en fait. Ça n'a jamais été ça a jamais été un domaine qui m'a attiré. Mais après, faire des concours, c'est bien parce que je trouve que c'est extrêmement formateur et ça te challenge. Mais personnellement, j'étais beaucoup plus attiré par le travail en équipe que par le travail personnel. J'ai beaucoup appris de mes pairs et j'en suis très reconnaissant. Hein. Je pense à Pelletier, je pense même à Albert Roux, je pense à d'autres chefs qui m'ont énormément apporté. Mais personnellement, moi, je voulais créer une entreprise et faire des choses, mais plus avec mes équipes. Tu vois, le travail d'équipe, le travail collectif. Je préférais ça au travail, même si je ne critique pas du tout, attention, hein, ceux qui vont pour les concours, qui vont pour le MOF, c'est quand même une épreuve incroyable. Et obtenir ça, c'est quand même extraordinaire. Mais c'était pas ce qui m'attirait. Et je trouvais que justement dans ce modèle d'entreprise, moi ce qui m'attirait un petit peu, c'était d'arriver à faire quelque chose avec des équipes. Et à un moment donné, c'est vrai que dans ce modèle d'entreprise, je suis arrivé donc dans notre évolution. Hein, là, on est en 2004. Bon voilà, il y a l'aérien qui arrive, qui nous apporte le volume. Il y a eu l'arrivée bien sûr du Palace. Buckingham Palace, qu'on fait toujours aujourd'hui, hein, bientôt 2 décennies qu'on fait les garden parties de Buckingham Palace, et qu'on fait aussi les cafés, parce qu'on fait Kensington Palace, on fait Buckingham Café aussi, alors Buckingham Café c'est juste l'été, Kensington Palace c'est toute l'année. Cette relation avec le royaume d'Angleterre, c'est quelque chose qui nous est collé à la peau aujourd'hui, et souvent on nous identifie à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Écosse, par exemple, si j'ai un client en Écosse, tout de suite, il nous réfère à l'entreprise qui travaille pour le Palace. Il faut savoir, bon, on n'en a pas parlé, mais donc à la suite de ça, en 2013, on a obtenu l'emblème royal. Donc, il faut savoir qu'au bout de 5 ans, quand on fournit le royaume, on peut appliquer pour le fameux Royal Warrant, qui est l'écusson de la reine d'Angleterre. Et on a appliqué, en décembre 2013, on nous a donc annoncé qu'on était Royal Warrant. Donc c'est une reconnaissance du royaume. C'est l'écusson qu'on peut mettre à côté de notre logo. On est fournisseur officiel du royaume et il y a cette reconnaissance comme étant, on va dire, artisan de très haute qualité. Qui fournit le royaume. Donc ça, c'était une reconnaissance extraordinaire aussi. On voit le certificat juste là-haut, je pense. Après, on le montrera. Parce que oui, du coup, ça, c'est vrai que c'est un repère pour les Britanniques qui reconnaissent tous. Tout à fait, ouais. Donc oui, ils voient le logo, ils savent, ok, le mec, c'est peut-être moins connu à l'international, mais en tout cas en Angleterre, c'est vrai que c'est très connu, quoi. Ouais. Et c'est vrai, alors tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce que tu penses que tu aurais pensé un jour fournir le Palace ? Non. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu aurais pu, que Didier Pâtisserie, on aurait attribué le Royal Warrant à Didier Pâtisserie ? Non, ça c'est clair, incroyable. C'est incroyable cette aventure. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous l'avez eu, c'est sans le chercher, juste en cherchant la qualité et satisfaire les besoins des clients. C'est ça. C'est ce qui a fait que c'est venu tout seul en fait, les récompenses comme ça. Mais c'est très vrai ce que tu dis. On s'est jamais. Alors nous, l'idée c'était, on voulait faire, la passion vraiment. On était animés par la passion du métier. On aimait ce qu'on faisait. On y a passé beaucoup d'heures, comme le dit Elliot. On y a passé. Mais en même temps,
voilà, on s'était pas dit il faut absolument qu'on soit reconnu à un moment donné, sinon non. Faire des produits, la reconnaissance de nos clients, déjà pour nous c'était extraordinaire. On voyait bien que ce qu'on faisait, c'était reconnu par le marché, c'était reconnu par les clients. Donc ça vous... Cette reconnaissance-là vous suffisait. Exactement. Il y a un stimuli constant pour aller plus loin. Et donc ça a été beaucoup d'efforts, parce qu'en Grande-Bretagne, on a quand même des challenges, il faut en parler. Ne serait-ce que de trouver des pâtissiers qualifiés, ça a été compliqué pendant longtemps, parce qu'on est en Grande-Bretagne, et souvent Londres, c'est une ville qui est challenging pour les gens, et souvent les gens sont de passage ici. Et on ne s'installe pas vraiment à Londres. Mais donc il a fallu qu'on trouve un modèle pour justement fidéliser les gens, à rester dans l'entreprise, à construire quelque chose. Parce que c'est vrai que moi je les appelle les partenaires, sans les partenaires, on ne peut pas le faire, c'est pas possible. Il faut qu'on... Tout à l'heure, on a été dans le labo, on a vu Liliana, on a vu... ce sont des gens qui sont dans l'entreprise depuis 12-15 ans. Quand ils en parlent, ils parlent de Didier Pâtisserie comme de leur deuxième famille. Justement, c'est marrant parce que je disais que vous avez un peu construit le côté famille et pro. En fait, vu que ça se confondait, ce qui est le pro devient la famille. Ouais. Et tu vois, je sais très bien que moi j'ai grandi ici, il y a des gens qui m'ont connu ici, je ne savais même pas marcher. Donc là, ils me revoient maintenant. Ouais. Je vois de leur regard que ça leur fait quelque chose. Ouais, c'est clair. Parce qu'eux aussi, ils ont eu l'impression de grandir avec moi, grandir avec toi, grandir avec l'entreprise. C'est extraordinaire. Et ça, c'est ce qui me... Ce qui anime. C'est ce qui m'anime. Cette relation aux gens. J'aime les gens. J'aime bien travailler, j'aime bien créer. C'est créer quelque chose ensemble. Et ça m'anime. Vous voyez, parce que je sens dans leurs yeux la fierté. Pour eux, Buckingham Palace, le Royal Warrant, ça représente quelque chose. Quand on fait les garden parties, je les vois, ils sont tous au cordeau, ils font attention aux températures, c'est presque des fois, ils ont une exigence qui me dépasse même moi. Je trouve ça extraordinaire. Ils sont pris dedans. Ils ont cette passion. Et ça, quand on arrive à créer un petit peu cette passion du métier, cet enthousiasme, cette envie de faire de l'excellence, d'être dans l'excellence, je trouve ça beau. Je trouve ça contamine. On a contaminé un petit peu et donc ça vous dépasse, ça dépasse votre personne. Vous voyez, c'est les équipes qui le font. Et ça c'est bien, on va dire, synthétisé dans le logo de l'entreprise qui est A Passion for Patisserie, qui est une passion pour la pâtisserie. Tu vois. C'est ça, Et finalement, des gens ici en bas qui n'ont pas forcément une formation pâtissière, en fait, ils deviennent passionnés par ça, ne serait-ce que par l'envie de bien faire. En fait, ça crée un engouement où eux aussi, finalement, ils deviennent passionnés par la pâtisserie. Complètement, ouais. Et ils se sont appropriés, en tout cas, la philosophie, l'idée, ça leur appartient. Et ça, je leur dis toujours, il faut que ça vous appartienne. C'est vrai qu'à un moment donné, d'ailleurs, dans ce modèle d'entreprise, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais il a fallu aussi que moi, parce que 70 personnes aujourd'hui, entre c'est donc de la recherche et développement, la comptabilité, le sourcing, la logistique, on a donc la création en bas avec à peu près 45 personnes qui sont sur le floor, des chauffeurs. Il y a un moment donné, je me suis dit, si vraiment je veux le faire bien, il va falloir que je lâche un petit peu le côté créatif. Donc j'avais les deux casquettes, la casquette du chef, qui pour moi qui a été longtemps présent, où je faisais les deux. J'alternais entre la création et puis après je me mettais derrière mon bureau. Mais j'ai compris qu'à un moment donné, il allait falloir que je prenne une décision et que je lâche un petit peu la création. Je la vis toujours à travers mon chef, à travers mes chefs qui créent le produit, mais j'ai plus pris le côté, on va dire, entrepreneur. Et c'est là où j'ai vraiment aidé le business finalement à se développer. De toute façon, ça suit un peu l'évolution aussi. C'est au fur et à mesure des années, vu que ça grossit. Il faut forcément développer, soit prendre d'autres personnes à votre place que vous avez maintenant, ou justement en dessous que vous puissiez diriger l'entreprise. C'est ça. C'est vrai que moi je sais que tu m'as toujours dit,
pour savoir être un bon chef, il faut savoir faire confiance et savoir déléguer. Ouais. Et ça m'est toujours resté en tête parce que c'est vrai finalement. Ouais. Ah, mais clairement. Clairement. Et je le vérifie tout le temps. Même avec, arriver. C'est beaucoup plus difficile en tant que chef d'arriver à bien faire travailler les autres que de travailler bien soi-même. Ça, c'est déjà compliqué de bien apprendre son métier et de faire quelque chose de bien. Mais arriver à faire bien travailler les équipes, ça, c'est encore une autre étape. Ça, c'est quelque chose que moi, je valorise vraiment énormément. C'est la phrase préférée de notre chef, c'est la capacité à faire grandir les autres. Ouais. Extraordinaire. Ouais, grandir, c'est faire grandir les autres. C'est ça. C'est une belle phrase. Ouais. On l'entend tous les jours. On le dit tous les jours. À toutes les sauces. J'adhère complètement. Ouais. Et vous avez un chef qui est peut-être la plus grande référence mondiale en ce moment. Donc, Tu parlais un peu des côtés, les problématiques britanniques et tout. C'est vrai qu'un peu plus tard, il y a eu le Brexit qui a dû être quand même un sacré coup pour vous. Et juste après le Brexit, juste après, quelques années après, le Covid. Donc c'est vrai que pour une entreprise qui fait quasiment que de l'événementiel, des compagnies aériennes, ça a dû stopper net. Complètement. Comment ça s'est fait tout ça avec la politique en Angleterre? Comment vous êtes sorti un peu de tout ça? C'est vrai que c'est marrant. C'était des concours de cirque. On n'a pas été les seuls à vivre bien sûr le Covid et puis les événements géopolitiques comme la guerre en Ukraine par exemple. Mais le Brexit par contre c'était quand même quelque chose de bien britannique. Et ça c'est vrai qu'au début ça nous a un petit peu fait peur, je dois dire, parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'est clair que... Alors, à l'époque, on ne faisait pas beaucoup d'export, mais j'ai envie de dire que le fait le Brexit arrivant, on a complètement en fait arrêté l'export. Donc, parce qu'on commençait déjà à exporter un petit peu. Et là, on s'est vraiment focalisé du coup sur le marché domestique au UK. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais en fait, le Brexit, pour nous, chose à laquelle je ne m'attendais pas vraiment, ça a été un tremplin. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, il y avait tous les challenges qu'allait amener le Brexit. Par exemple, le personnel, c'est devenu plus difficile. Mais on a fait attention, pareil, pour le personnel, on s'est dit, ok, là, il faut recruter différemment. Attention, pâtissiers français, il y en a beaucoup moins au UK. Donc on s'est resserré là-dessus, on a fait attention au staff. Mais alors, par contre, ce qui a été incroyable, c'est que d'un seul coup, les gros acteurs, et c'était le moment où justement, moi, j'étais plus dans le côté développement entreprise. J'ai commencé à me dire, si vraiment demain, on veut devenir une marque, parce que c'était l'ambition, c'est qu'à un moment donné, Didier Pâtisserie devienne une marque. Et ça, à partir de 2015, je me suis dit que c'est bien, on a une belle réputation, mais moi, ce que je me dis, c'est qu'on a le potentiel que Didier Pâtisserie, même si en fait on est bien sûr une marque pas une marque grand public, mais pardon, une marque plutôt food service, donc professionnelle, mais il y avait la possibilité que Didier Pâtisserie devienne une marque. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on travaille par contre avec des transporteurs, des distributeurs. Et là, on passe dans un autre domaine parce que d'un seul coup, on se dit que le produit, on va le palettiser et il faut le transporter jusqu'en Écosse et qu'il arrive chez le client en fait, que le transit soit impeccable, que ce soit qu'il arrive dans de bonnes conditions. Donc on a fait cette étape et en même temps le Brexit est arrivé. Et le Brexit arrivant, d'un seul coup, ce qui était bizarre avec le Brexit, c'est que d'un seul coup, ça a mis la lumière sur nous, en fait. Pourquoi ? Parce que les distributeurs, les grands acteurs du UK se sont dit, il faut arrêter d'aller acheter de la pâtisserie en France et en Italie, il faut regarder qui fait bien ici. Et d'un seul coup, on a commencé à avoir finalement... Les projecteurs sur vous. On a eu les projecteurs sur nous. Et ça a été très intéressant. Du coup, il a presque fallu être présent et répondre à la demande. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et donc, pour nous, ça a été extraordinaire. On sentait qu'il y avait un engouement, là. Et puis, comme tu dis, arrive le Covid. Alors ça, pareil, le Covid, ça a été... moi, je m'en souviens, en mars, c'est arrivé assez brutalement. En janvier
Je me souviens, début février, boum, on entend le premier cas à Lewisham. Premier cas, contamination début février. Lewisham qui est juste à côté. Ouais. Et à l'époque, personne, déjà à ce moment-là, on était début février, personne ne se disait dans un mois, on ferme tout. On disait, bon, il y a un cas, personne. On dit, ok, il y a un cas à Lewisham. Mais j'ai pressenti qu'il allait se passer quelque chose. J'ai commencé à dire à mes équipes, attention, là, il faut qu'on fasse attention. Donc, on a mis des mesures en place pour faire attention par rapport à la contamination, etc. Mais après, ça a été très, très vite. Je me souviens, on a entendu dire que, par exemple, l'Amérique fermer les vols. Et là, d'un seul coup, nous, on perd des Virgin. Boum, premier impact. Et deuxième impact derrière, ça a été très très vite. 2 semaines plus tard, on apprenait qu'on partait en lockdown, confinement. Et en l'espace, je crois, de 48 heures, je me souviens, je suis descendu en bas, j'ai dit à l'époque, le chef de production c'était Nicolas, et je lui ai dit là, on en est où? Parce que je pense qu'il faut tout arrêter. On avait les congélateurs qui étaient pleins, mais là il faut tout arrêter, parce qu'il se passe quelque chose, et oui, 2 semaines plus tard, on était fermés. Voilà, plus rien. Jusqu'au mois de juin. Donc de fin mars jusqu'au mois de juin, où là, au mois de juin, on a commencé à revenir. Et après, ce qu'on a fait, je pense qu'on avait une très bonne stratégie. C'est qu'on a continué, nous, à rester en contact. Et on commençait à avoir des petites équipes ici sur place qui intervenaient. C'est-à-dire que même quand il y avait des petites livraisons à faire chez nos clients, on les faisait. On est resté vraiment au contact du client. Pour au moins comme ça, les clients, vous n'oubliez pas. Voilà. Mais du coup, les clients, c'était qui pendant cette période? Il y avait un peu l'aérien quand même, parce que l'aérien, je crois il y avait quelques vols qui ont repris à partir de juin 2020, il me semble. Alors, il y avait, plus que l'aérien, c'était pas tellement l'aérien, c'était surtout le food service. Et donc le food service, ce que j'appelle le food service, c'est notre client Brex, Cisco, qui eux distribuent nos produits dans tout le UK. D'accord. Et là, à l'époque, je me souviens, les pubs avaient été autorisés à rouvrir et ils avaient même lancé en fait un petit peu ils avaient lancé un programme où si on allait au pub, ils avaient une ristourne et ça, c'était pour inciter les gens justement à sortir. Et donc, du coup, on a bien travaillé avec ça. Et puis, il y a d'autres choses. C'est marrant parce qu'après, à partir de là, ça ne s'est plus arrêté. Il y a eu d'autres confinements, mais on a continué constamment à travailler jusqu'au moment où on est sorti du confinement. Et alors là, où là, vraiment, ça a commencé à complètement s'ouvrir. Et là, vraiment, nous, on est parti comme ça. Boum. Très, très vite. Ouais. En mars 2022. Non, mais c'est beau d'avoir remonté la pente là où certains auraient peut-être écroulé, n'auraient pas réussi à. Et tu vois, là, typiquement, dans ton état d'esprit, après tout ce que vous avez fait là pour la suite, qu'est-ce qui continue à t'animer, à te faire venir tous les jours, continuer à bosser c'est quoi maintenant pour la suite, vos projets avec maman? Alors, il faut savoir que depuis l'année passée, on a rejoint la compagnie des desserts. Donc, il y a donc un merge qui s'est effectué. Avec la compagnie des desserts. Pourquoi ce rapprochement de la compagnie des desserts? C'est parce que je pense que Didier Pâtisserie a toujours été une affaire familiale et je pense que ta mère et moi, on a aussi un petit peu envie de prendre du recul, mais je pense qu'avec la compagnie des desserts, c'est quelque chose qu'on a préparé. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. On a un petit peu lancé des appels d'offres, des recherches un petit peu sur le marché, etc. Puis on a préparé un dossier. Et puis on a rencontré la compagnie des desserts. Et avec la compagnie des desserts, on s'est tout de suite compris. Ce sont vraiment des gens qui sont passionnés par la création, par le produit. Ce sont aussi, ils ont une force de logistique incroyable. Donc on s'est rapproché d'eux et on a créé un merge. Aujourd'hui, on fait partie de la compagnie des desserts. Et donc ta mère et moi, on travaille en tant que... Enfin, moi, je suis toujours aujourd'hui... bien sûr directeur de Didier Pâtisserie, mais il faut savoir que d'ici quelques temps, je vais prendre du recul et plus travailler au niveau du groupe et lâcher un petit peu mon rôle de directeur. Pour moi, c'est la suite normale des choses. On a derrière nous maintenant des collègues qui vont pouvoir prendre le relais. Sébastien, qui est avec nous depuis 2015, il va pouvoir prendre le relais en tant que directeur de site. Il aura bien sûr autour de lui des co-directeurs.
Et puis pour moi, c'est toujours d'accompagner. Je veux accompagner ce qu'on a fait parce que je pense que Didier Pâtisserie, il y a un vrai potentiel pour qu'on dépasse les frontières du UK. Aujourd'hui, par exemple, on commence à vendre nos produits à travers la compagnie des desserts en France et en Espagne. Et pourquoi pas dans d'autres pays. Je sais qu'ils sont aussi implantés aux US. Donc il y a la possibilité, pourquoi pas, nous aussi, de vendre nos produits là-bas. Donc pour moi, c'est d'accompagner le groupe, d'accompagner mes équipes dans ce nouveau challenge. Et puis aussi, faut peut-être aussi qu'on prenne un peu de recul avec ta mère. Je pense qu'on l'a mérité. et puis voilà, commencer un petit peu aussi à voyager, chose qu'on n'a pas toujours eu le temps de faire. Donc voilà, je pense qu'il y a des belles années à venir. Et encore une fois, moi, ça me motive, ça me plaît, parce que je vois que les équipes sont motivées. Parce que je les ai préparées, c'est pas quelque chose qui a été fait du jour au lendemain. Ils sont très fiers qu'on leur confie un petit peu on leur passe le flambeau. Et je sais que pour eux, c'est une reconnaissance ultime. Et donc voilà. Et justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que les personnes restent pendant 12 ans, 13 ans, même plus, c'est le fait de fidéliser les employés en leur donnant des responsabilités comme ça. Ils se sentent vraiment impactants et ils font partie de l'entreprise en fait. C'est ça. Donc ça leur donne envie de rester et de se donner à fond pour l'entreprise. Quoi. Ça, c'est quelque chose que moi je valorise tout particulièrement. C'est justement l'attachement que eux ont au projet, autant que je peux l'avoir, peut-être plus que moi encore aujourd'hui, je sais pas. Mais ils ont un vrai attachement au projet. Et ça, c'est pour moi, c'est une vraie. Je trouve que c'est une vraie victoire. Je trouve que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup tous les jours quand je viens au boulot. J'aime bien voir ça. J'aime bien être avec mes gens. Ok, on a fait un beau tour déjà. Je voulais juste revenir sur 2-3 petits trucs parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'entreprise. Je trouve ça intéressant aussi de parler de finalement, toi, pourquoi la pâtisserie? C'est vrai que tu viens pas d'une famille de restaurateurs. C'est vrai, Enfin, moi, c'est logique. Pourquoi la pâtisserie? Toi, qu'est-ce qui t'a fait aimer c'est une bonne question. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, mon père, ton grand-père, travaillait dans une entreprise où il était chauffeur-livreur de produits laitiers et de desserts. Enfin, pas trop de desserts, plutôt chauffeur-livreur laitier. Et en fait, quand j'avais des vacances scolaires, un truc que j'adorais faire, c'était me lever au milieu, parce qu'il partait très tôt le matin, enfin 2h du matin. Je me levais, je mettais mon réveil et je me levais pour partir avec lui. Parce que j'adorais, en fait, quand j'étais gamin, j'étais fasciné par le monde de la nuit. Et ce que j'adorais quand je partais avec lui, je montais dans son camion et on livrait tous les pâtissiers de la région. Je suis de la région de Roanne, donc dans la Loire, Rhône-Alpes. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le métier. Simplement en livrant des produits aux pâtissiers aux petites heures du matin, 5h du matin. Et j'étais fasciné par pour moi, c'était des artistes. Et pour moi, c'était des magiciens, en fait. Les odeurs le matin, etc. Et puis, je voyais un petit peu les réalisations dans la vitrine. Il y avait quelque chose de magique. Et j'étais fasciné par ce monde de la pâtisserie. C'est comme ça que j'ai découvert le métier. Et assez jeune, c'est marrant, le point commun que j'ai peut-être avec toi, c'est que moi, j'étais pas, c'est vrai, issu d'une famille de pâtissiers, mais par contre, assez jeune, j'ai été piqué par le virus. J'ai tout de suite dit à mes parents, très jeune, que j'allais faire ça. Donc voilà, j'avais cette idée, et j'ai jamais regretté mon choix, parce que je trouve que c'est vraiment un métier qui est extraordinaire. C'est un très beau métier. Quand on est à l'étranger, personnellement, moi j'ai pris cette option d'exécuter mon métier à l'étranger. Je trouve que d'être ambassadeur de la technique française de pâtisserie, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a vraiment cette reconnaissance des autres cultures par rapport à ce métier. Donc voilà pourquoi. Et dernière petite question, si on veut boucler la boucle. Maman, si tu veux venir. Donc on a parlé un peu de ma mère tout à l'heure. Salut le podcast. La maman d'Eliott. C'est la dernière petite question qu'on pose un peu à tout le monde. C'est vous,
Et c'est pour ça que je voulais t'avoir là, parce que tu as un peu marqué aussi la carrière de mon père. S'il y avait une personne à choisir, que ce soit une personne professionnelle, une personne dans votre entourage, quelqu'un que vous avez croisé, s'il y avait une personne qui a marqué un peu votre carrière, un peu tout ce chemin, qui est-ce que ça serait? Je sais pas si Qui ce serait? Qui ce serait? Ouais, c'est une bonne question. Vous pouvez faire d'autres personnes différentes. Voilà, moi, professionnellement, je dirais que c'est toi, parce que c'est quand même... Ouais. Ça me touche. Grâce à ça qu'on a commencé le business, en fait. Donc moi, pour le coup, n'étant pas du tout pâtissière ni de ce milieu-là, je pense que c'est clairement une rencontre professionnelle, personnelle d'abord, puis professionnelle, qui a marqué, moi, ma carrière professionnelle et le projet qu'on en a fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok. Ouais, je m'attendais pas. Très bonne réponse. À quoi? Faut que tu fasses mieux. Hein. Là, je suis un peu piégé. Mais en fait, ta réponse, me surprend pas tant que ça, parce que moi, je pourrais quand même dire peut-être la même chose. Parce que tout à l'heure, tu sais, j'ai parlé bien sûr de toi, de notre aventure, et ce que je disais, c'est que franchement, mais sans toi, jamais j'aurais pu le faire. C'était vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble, et quelque part. Notre collaboration, je pense que clairement, ce qui a été clé pour ce projet, c'était notre travail ensemble, c'était notre collaboration. Et je pense que oui, je pense que toi aussi, tu m'as inspiré, sans que tu le saches peut-être. Mais sans que tu le saches, t'avais toi-même en fait une rigueur dans ton travail, enfin sans que tu le saches, je pense que tu le sais aussi, mais j'ai toujours observé ça chez toi, cette rigueur dans ton travail, et puis voilà, fallait dire une chose, je peux te dire que quand les clients oubliaient de nous payer, ils oubliaient pas très longtemps. Elle avait cette rigueur, elle lâchait rien, quoi. T'as jamais rien lâché. Donc oui, moi aussi, j'ai été impacté par toi, tu vois. Et le fait d'être à deux aussi, peut-être dans un projet comme ça... chacun vous supportiez. Oui, tout à fait. Ah, mais complètement. Ouais, c'était une force, ouais. Complètement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est clair. On est bien au niveau familial que professionnel, du coup, l'un supportait l'autre dans les deux sens. Donc ça a bien marché, ouais. Parce que c'est clair que c'était un projet où on a pris des coups. Quand je dis des coups, évidemment, c'est pas une ligne droite. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais dans les moments moins glorieux, plus difficiles, on était solidaires. On se soutenait, et puis on avait notre famille, on avait nos enfants. Mais même eux, on leur doit beaucoup. La main à la pâte un peu. Même eux, on leur doit beaucoup. On leur doit beaucoup parce que je pense que même quand on avait des moments difficiles professionnellement, voilà, on vous retrouvait, c'était un peu la fraîcheur, c'était un moment de fraîcheur avec vous, c'était le fait d'avoir fait la famille à Londres, c'était aussi une deuxième entreprise, ça. C'est une sacrée entreprise. Une sacrée entreprise. Donc voilà, j'espère que ça te satisfait ta réponse. J'espère qu'avec nous, vous aurez votre retour sur investissement. Donc, merci, c'était un moment de plaisir pour nous, j'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était très bien. J'ai adoré faire ça avec toi, Elliot. C'était une belle expérience de voir l'entreprise, découvrir tout ça. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en visitant le laboratoire. C'était une belle surprise. Merci. Je suis vraiment content d'être venu ici. Ouais. Merci. Et sachez que nous, on est vachement impressionnés de ce que vous faites. Ah ouais. De l'endroit où vous travaillez, ce que vous faites. Votre chef est une référence, on le sait, Maxime Frédéric. Mais voilà, ce que vous faites tous les jours, c'est beau, c'est extraordinaire. Et c'est, là, pour le coup, vous avec la passion aussi. Ouais, on est animé par la même passion. Voilà, exactement. Et ça l'école de l'excellence. Ça se sent. Bravo. Donc, continuez bien. Bonne continuation. Merci beaucoup. De toute façon, on se voit ce soir au pub. Hein. Ça marche. Bon, merci beaucoup. Ok, you're welcome. Bye. Merci. Bye.
Action. Donc là, on est dans le bureau. C'est là qu'on planifie un petit peu toute notre production. Hi Vincenzo. Good morning. Hello. Vincenzo, Nice production to meet you. manager. This is Elliot. Number Your 2. son. Exactly. And Clément. My friend. Hey. Donc c'est un petit peu le headquarter de la production ici, tu vois, tout le planning est ici. On a aussi le NPD, la création qui est de ce côté-là. Et l'ordinateur au milieu, c'est le food safety. Ok. Donc c'est un petit peu, je dirais, la tour de contrôle, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que pour le coup, on est vraiment au milieu du Ouais, labo. ouais, c'était. Avec les baies vitrées des deux côtés. C'était un peu C'est ce qui vraiment était- une tour de contrôle. C'est ça, c'est ce qui était prévu, tu vois, de pouvoir avoir un visu sur la finition. Là, ce côté-là, on a le baking, et puis l'assemblage et le NPD qui est un petit peu plus là-bas. Ouais. Voilà, on va passer du côté du baking. Then we have the crumble coming here. Donc très important, tu vois, quand on a commencé la société, c'était de se dire, nous on arrive, on fait tout de A à Z, tu vois, on veut faire nos bases. Parce que ça c'est quelque chose que j'avais remarqué à Londres. Il y avait des pâtissiers qui, ce que j'appelle des assembleurs, qui achètent des bases et qui créent des desserts comme ça. Non, moi je me dis non, on fait tout, on fait les bases, on fait les tartes, on fait les biscuits, on fait nos macarons, on fait toutes nos bases. Donc voilà, ça, c'est vraiment, si tu veux, une philosophie qu'on a gardée jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alex, notre executive chef, Bonjour Elliot. qui est à la création. Clément, du coup, le caméraman. D'accord, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Alors évidemment, ça a évolué. Au début, Ouais, bien sûr. si tu l'imagines, on fonçait toutes nos tartes à la main. On est passé tout à ce qu'on appelle la tarte automatique, donc c'est automatisé. Donc là-dessus, on a du 5 cm, du 7 cm, du 8 cm, et là, ce qu'il est en train de faire, c'est du 180 mm. Je me rappelle ici faire les premiers fonçages Ouais. là autour du marbre. Ouais, c'est Et ça, ouais. J'y arrivais pas au début, donc c'est là où j'ai foncé mes premières tartes. T'as foncé les tartes autour du marbre. J'ai foncé les tartes autour du marbre. Ouais. T'as dû faire aussi les croissants J'ai là-bas. fait les croissants. Je me rappelle même, je crois, il y a une vidéo, dans nos anciennes vidéos de famille où Ouais. je suis en train de faire des pains au raisin, non? Ouais, j'en sais bien. Quand on Les est- pains au chocolat. Ouais, pains au chocolat, peut-être, chocolat, avec, ouais. avec Léo là. Ouais. Tu sais, on est sur un tabouret parce qu'on n'est même pas assez grand pour. In the middle. You take the edge. Yeah? Regarde bien. D'accord? Faire un peu plus rond, tu vois. Regarde Elliot. Elliot, tu tires et ça là. Sur le... Elliot, tu prends, tu mets comme ça dessous. Donc on fait plus de viennoiserie aujourd'hui. Ok. On s'est vraiment concentré sur la pâtisserie, mais c'est vrai que oui, on a vraiment démarré. On était assez fort avec la viennoiserie au départ, avec Didier, et puis au fur et à mesure, on s'est vraiment spécialisé sur la pâtisserie. Hi, Santi. Hello. Can you show us your expertise? This is my son, Elliot. Nice to meet you. With his Nice to friend meet you. Clément. Yeah. Toutes nos pâtes sont fabriquées avec toutes les recettes traditionnelles. Et on voit là, donc là, c'est une table qui tourne avec le palais qui est des petites tartes. On a ce qu'on appelle un dénesteur. Donc là, le moule, il est déposé automatiquement. Là, il est obligé de le mettre manuellement. D'accord. Donc ça va tourner et you're on your own. You're busy, yeah. J'imagine quand vous êtes passé du fonçage à la main à la machine, il faut réadapter toutes les recettes. Un petit peu. Ça, c'est vraiment une horloge. C'est assez fantastique. Et c'est vrai que je dirais que 50% c'est les settings, mais 50% c'est la recette. Ok. Donc la recette est très importante quand sur ces machines-là. La recette change un tout petit peu. Tout de suite, on voit que il y a des problèmes à la sortie, tu vois. Tu vois, c'est pas ce que j'appelle des machines industrielles. Ça reste quand même des machines adaptées à l'artisanat. C'est fantastique parce que ça respecte le travail artisanal et en même temps, c'est automatisé. Donc si on fonçait ça à la main, et on l'a eu foncé à la main. D'ailleurs, pour certaines tailles, on le fonce encore à la main. Hi, how are you doing? Hello, nice to meet you. Certaines recettes, on est à la main comme on serait dans un magasin, quoi. Hein. C'est découpé sur le tapis. Et nous, on fait beaucoup de sur-mesure, comme tu le sais. Là, quand c'est comme ça, c'est elle qui vous donne les recettes. C'est ça. Et après, vous vous réadaptez. Exactement, on a des briefs très précis, même sur la taille, après, des fois on va dire une collaboration entre la recette de la chef et ce que nous on peut amener, l'interprétation qu'on peut en avoir, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais
On fait ça avec pas mal de chefs, comme on a travaillé avec Michel Roux, beaucoup. Ouais. On travaille, comme tu le sais, avec Jessica Préalpato. Ouais. C'est la salle de cuisson. Encore une fois, de vraiment respecter cette idée de faire nos bases. Bon, on le voit, tu vois, c'est des biscuits. Hi, how are you? Biscuits, nos tartes, tout est fait in-house. Vraiment, la philosophie, c'est de ne pas acheter de base, de ne pas acheter de biscuits. Ça, c'est quelque chose auquel on ne déroge pas. Tu vois, par exemple, la brioche, c'est une brioche qui va nous servir pour faire des bread and butter pudding. Ça, c'est pareil, on préfère le faire. Parce que ça fait partie de notre philosophie. Alors c'est vrai que ça serait un peu la facilité, ce que beaucoup font, c'est acheter une brioche. Voilà. Même dans les grands établissements finalement, je sais très bien à Paris, il y en a encore qui achètent la brioche parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de plus-value dans le sens où au niveau du rendement financier, ils ne voient pas l'intérêt, mais c'est quand même dommage de perdre. C'est vrai, mais tu as raison, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est vrai que sur le plan du calcul financier, c'est pas forcément plus intéressant de le faire. Après, nous, on sait que voilà, notre brioche, elle amène une vraie plus-value au produit, tu vois. Donc là, c'est les deux fours principaux, vous faites tout avec les fours là, les deux fours rotatifs. Les deux fours rotatifs Eurofour. On a aussi les fours à pont, le four à pont. On fait toute notre pâte à choux. Et là, le labo ici, comme ça, vous l'avez depuis combien de temps maintenant, cet espace Ça fait depuis 2004. On a fabriqué, j'ai conçu le laboratoire. Conçu le laboratoire en 2003, enfin on doit dire entre 2002 et 2003, et en fait ça c'était vraiment un immeuble qui était neuf et on a conçu tout le laboratoire à l'intérieur. Parce que il y avait rien alimentaire avant vous. Non, tout a été fait à partir de quelque chose qui était en fait une coquille vide, quoi. Et donc le sol, les drains, tout a été conçu pour un laboratoire. Donc nous on est BRC AA, donc c'est un des plus hauts standards. C'est quoi BRC AA? C'est British Retail Consortium. Okay. Le AA, c'est la note la plus élevée que tu peux obtenir. Okay. Hein? C'est eux qui viennent, ils font des audits. Ouais, tous les ans. Et après ils vous donnent une note. C'est ça. Tous les ans on est audité. Et donc là on a été audité en novembre. On a obtenu le A+, parce qu'en fait nous on est audité, mais c'est l'audit surprise. Donc ils ne nous préviennent pas quand ils viennent. Ah ouais. Ils débarquent, il faut qu'on soit prêt. Donc là, c'était la première fois qu'on l'a fait d'ailleurs en surprise. Et on a eu le double A+, avec la petite étoile. Donc on ne peut pas faire mieux. Non, on ne peut pas faire mieux. Ouais. C'est tout bête, mais les mêmes bombes à graisse qu'on a en France, dans les labos, au Cheval Blanc Paris, on a les mêmes. Vous avez ça? Ouais, exactement les mêmes qu'on retrouve ici à Londres, dans le labo. Ah, mais c'est l'esprit de l'artisanat ici. Hein. Ouais. Finalement, ça a été, si tu veux, moi j'ai été beaucoup influencé par Potel-les-Chabots. C'était la dernière maison que j'ai fait à Paris avant d'immigrer en Angleterre. Et Potel-les-Chabots, vraiment, c'était en plein cœur de Paris, centraliser la production. Et à l'époque, on a fait l'inauguration du tunnel sous la Manche. Okay. Donc c'était un peu prémonitoire. Ouais, symbolique, après, tu as aussi fait voilà, c'est ça. La transition. Et j'ai trouvé que l'idée de centraliser la production et d'adresser le produit au chef, plutôt que d'ouvrir des boutiques, ça, je trouvais que ça très intéressant. L'idée, c'est nous, c'est le premium. On ne déroge jamais à la qualité de la matière première. On peut être efficace, c'est là qu'on va essayer d'être compétitif au niveau du prix, mais par contre, on ne va jamais compromettre la qualité de la matière première, jamais. Et c'est peut-être ça aussi qui fait votre différence, parce que c'est vrai que quand on regarde le labo, il y en a qui pourraient croire ça fait presque semi-industriel en fait. Ouais. Ça fait peut-être pas penser directement à l'artisanat, mais en fait dans l'état d'esprit, toi tu veux vraiment garder les bases de l'artisanat, le maximum fait main, avec les bonnes matières premières, pour mettre la qualité en avant. Et c'est ce qui fait notre succès en fait. Les clients, l'aérien, même l'aérien par exemple, en fait souvent on a cette image de l'aérien qui est bas de gamme, mais en fait c'est une fausse idée, ils cherchent souvent de la qualité et c'est vrai qu'ils viennent chez nous pour une raison, c'est parce qu'ils savent, on leur fait des présentations quasiment toutes les semaines, ça n'arrête jamais, il y a une rotation de présentation très importante avec l'aérien et ils cherchent des produits de qualité. Donc évidemment nous on fait du premium, ils le savent, donc à un moment donné si le budget n'est pas là,
on n'ira pas, mais il y a une demande de qualité très importante pour l'aérien. Ouais, parce que vous avez un coût plus cher un peu que les compétiteurs ou... Ouais. On est considéré comme certainement ils le savent, c'est connu, on est plus cher que nos concurrents. Voilà, et on se situe dans cette fourchette, je dirais, premium, et c'est très bien pour nous. On n'a pas l'intention d'aller dans le mainstream, dans le bas de gamme. C'est pas ce qu'on fait. Donc on a deux, au niveau de l'assemblage, on a... Ça c'est le bread and butter pudding. Voilà, ça c'est le fameux bread and butter pudding, dont tout à l'heure on a vu la brioche. Pour ceux qui ne savent pas, le bread and butter pudding, c'est un dessert pas plus typiquement anglais. C'est ça. C'est un pudding avec du beurre, du pain et du sucre. Ouais. C'est ça. Alors nous, on lui a rendu ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, justement, on fait ça avec de la brioche. Mais c'est ce que j'appelle le comfort food. Ouais. C'est le dessert. Le dessert que les Anglais apprécient particulièrement. Et en Grande-Bretagne, comme tu le sais, il y a une tradition sur le dessert chaud. Tiki toffee pudding, bread and butter pudding, tout ça, bon, c'est fait avec des... C'est pas, on va dire, du dessert sophistiqué, mais c'est du dessert quand il est bien préparé, c'est délicieux. C'est régressif, quoi. À l'anglaise. C'est ça. Régressif et gourmand. C'est ça. Mais il faut pas trop regarder les calories en général. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc on a deux lignes ici à l'assemblage. On a une ligne SPSI, là où on fait nos assemblages à la ligne, plutôt des individuels. Et derrière, là, c'est plus les cadres. Pareil, les cadres, on a à peu près une vingtaine, trentaine de différents cadres. Avec un pôle cuisson, on a nos pastos cuiseurs qui sont de l'autre côté, on va voir. Et là, je vois que vous avez FPSI, notamment, c'est des marques françaises. Ouais. Vous devez, ça n'existe pas trop en Angleterre, peut-être, où vous devez, c'est mieux d'aller chercher en France. Il y a un concurrent anglais qui s'appelle Unifiller. Alors, ils font des machines qui sont un petit peu différentes. SPSI et Unifiller, c'est un peu différent. SPSI, c'est plus un roulement mécanique qui entraîne le produit, alors qu'Unifiller, ils sont plus sur du système de valve avec du pneumatique qui pousse le produit. Donc, suivant ce que tu fais, nous, on adapte un petit peu avec quelle machine on travaille. Mais on a les deux. Encore une fois, bon, voilà. C'est la palette. La palette poudée. Le cadre, la palette, voilà, c'est ce que tu trouverais dans une pâtisserie à Paris, quoi. Et finalement, ici, peut-être que tu me diras le contraire, mais en fait, vous embauchez pas forcément que des pâtissiers de formation. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Voilà. Tout le management, en général, vient du monde professionnel. Okay. Alex, c'est notre chef technique. La création, c'est les pâtissiers. Le management, d'une façon générale, en production. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont avec nous depuis des années, qu'on a formés. Et je dirais que, comme disait Liliana tout à l'heure, c'est une deuxième famille. Ce qui est important, c'est que si on les forme, il faut qu'ils restent avec nous. Parce que tu as des gens qui comprennent comment tu travailles, clients, le sérieux de ce qu'on fait et le fait que on n'a pas le droit à l'erreur. Ne serait-ce qu'un coup de palette, il y a certains même pâtissiers qui ne maîtrisent plus trop les gestes de base. Et vous arrivez à prendre quelqu'un qui n'a jamais vu un gâteau de sa vie et vous leur formez à utiliser une palette. Et forcément, vu les quantités, quand tu as fait 500 cadres à étaler un biscuit avec une palette, oui, à la fin tu maîtrises. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, par rapport aux pâtissiers. On a nous une obligation, si tu veux, on a un cahier des charges au niveau de la régularité qui est hyper important avec l'aérien, avec nos clients. Et des fois, il faut même faire attention aux coups de palette. Ce qui est important, c'est qu'à la sortie, le grammage, la hauteur, la couleur, elle doit toujours être la même. C'est le Victoria Sponge qu'on avait créé pour Buckingham Palace. C'est marrant parce qu'au travail à Paris, on a eu une demande d'une cliente qui dit il y a une cliente, elle veut absolument un Victoria Sponge Cake. Et moi, ça m'a fait rire parce que je vois les emails passer et je vois les réactions de tous mes sous-chefs, mes supérieurs. C'est en mode, ils sont là, mais pourquoi ils veulent ça? Enfin, c'est nul, nous on propose des choses bien meilleures. Et moi, je suis en mode, non, mais si vous voulez, j'ai des recettes, c'est pas si mal, on peut essayer. Bon, c'est pas aussi sophistiqué qu'un entremets qu'on peut proposer, mais ça m'a fait rire de voir ça, sachant que c'est un gâteau que j'ai toujours connu. Intéressant aussi parce qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, du traditionnel britannique. Et moi, en arrivant en Grande-Bretagne, c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu que j'adopte en fait, parce que c'est pas évident de le comprendre quand tu es un pâtissier, on va dire professionnel, technique.
Comme je disais, ça vient beaucoup du dessert qui est fait à la maison, mais il faut le comprendre. Et après, bien sûr, quand c'est quelque chose qui est fourni à Buckingham Palace, il faut que ce soit fait de façon professionnelle pour être au niveau de la régularité, pour que ça sorte toujours de la même façon. Cette balance entre le dessert traditionnel qui doit sortir de façon régulière, c'est pas évident. Vous ne pourriez pas forcément proposer à vos clients des entremets très sophistiqués, en fait, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent, peut-être. On fait tout, en fait. Nous, on n'a pas de barrière, tu vois. On va faire de la pâtisserie, je dirais, typiquement française. On va aller sur le côté britannique. Mais le côté britannique, en fait, en pâtisserie, c'est tu vas reprendre un classique, mais tu vas le moderniser un peu. C'est pas comme la pâtisserie française, elle est connue à travers le monde. Donc nous, ce qu'on a amené en Grande-Bretagne, c'est plus la technique que la pâtisserie française, tu vois. Okay. Vous n'avez pas imposé la pâtisserie française. On n'a pas imposé la pâtisserie française. Mais peut-être plus la rigueur. Voilà, la rigueur, la philosophie. Et les clients, c'est ce qu'ils attendent de notre part, tu vois, la rigueur, comme tu dis. Ils savent que tous les jours, ils vont avoir un produit de qualité qui va être livré à leur porte, quoi. On va passer du côté finition. Allez, c'était ici où on venait plonger nos têtes dans les bacs de chocolat pour toucher les petites pistoles les week-ends. Dès qu'on rentrait dans le labo, toi et Léo, pardon. Ouais. Vous alliez dans les bacs et vous pouviez piocher le chocolat, le petit bouton de chocolat. Ouais. C'était vraiment votre activité favorite. Ça j'imagine, du coup, c'est la machine à... Oui, donc l'ultrasonique. Et là, on retrouve la même brioche. Voilà, là, c'est la brioche qu'on a fabriquée. Qui va nous servir à fabriquer les bread and butter pudding. Hello. C'est Farouk qui est avec nous, qui est à la manœuvre. Elliot. Nice to meet you. Nice to meet you too. Donc là, aujourd'hui c'est de la brioche, mais on découpe beaucoup de produits individuels, beaucoup de cadres. Moi j'aime bien l'ultrasonique parce que je trouve que c'est une coupe très nette et ça évite le jet d'eau, on a souvent les petits stries sur les côtés, très précis et ça marche très bien. Et, on a toujours utilisé l'ultrasonique. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont une machine à jet d'eau. D'accord, ouais. Et ça se voit pas trop. Moi, j'ai jamais trop vu en France encore une ultrasonique. Alors que la jet d'eau, maintenant, on en voit à toutes les grandes entreprises, quoi. Quand vous êtes installé ici en 2003-2004, il n'y avait pas tout ça. Ah non, il n'y avait pas toutes ces machines. J'imagine que ça s'est garni un peu au fur et à mesure des années. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en 2004, on n'était pas du tout l'entreprise qu'on est aujourd'hui. On est arrivé, je me souviens, le labo, ça nous paraissait presque trop grand au départ. Ouais. On n'avait pas l'ultrasonique, on n'avait pas la tartomatique, on n'avait pas les dépositeurs, enfin ce qu'on appelle les dresseuses qu'on a aujourd'hui. Donc c'est clair qu'au fur et à mesure, on s'est automatisé. C'est marrant parce que finalement, quand on regarde le labo, c'est un peu un hybride, un laboratoire, et j'ai envie de dire la production en ligne. Et encore une fois, voilà, finition à la main, c'est les produits qu'on pourrait trouver dans une pâtisserie à Paris. Ouais, carrément. Hello. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pour Virgin Airlines. Okay. Donc tu vois, Alex, il est très important pour la qualité, il fait le suivi qualité. Il intervient aussi au niveau de la création. Vraiment, Alex, c'est le lien entre la création et après, justement, l'étape de production pour s'assurer que, justement, minimiser les différences qu'il peut y avoir entre la création et la prod. On passe à la création. Allez. Viviana, Laura. Again. Hello again. Donc Francesca, elle est plus dans le rapport avec le client. Okay. Donc ça, c'est l'équipe NPD, Viviana, Laura. Okay. Bien sûr, Alex, executive chef, c'est vraiment lui qui anime le NPD. Le NPD, c'est New Product Development. Et Francesca, elle est le lien entre la création et le client. Okay. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, elle vient pour prendre des photos. Elle va prendre des photos par exemple, alors qu'est-ce qu'on a, Alex ? Bon, ce qu'on fait généralement, c'est on va dire un test panel. On va goûter les produits qu'on a sur la ligne assez régulièrement. Donc c'est un chocolate cherry délice en forme d'éclair, avec une mousse chocolat noir 50-70%, avec un intérieur de confiture à la cerise sour cherry, comme on appelle ça. Donc des cerises bien acidulées. C'est vrai que moi j'ai jamais vu un dessert comme ça sur une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne, mais non, c'est ça. On a un brief avec Virgin, comme quoi on doit upgrade it, on doit les surprendre, on doit vraiment arriver avec quelque chose de différent, de se démarquer justement des autres airlines. Ils sont très avant-gardistes de ce côté-là et c'est très bien de travailler avec des compagnies comme ça parce que justement ils nous poussent à la créativité. On est demandeurs, nous. On est demandeurs justement de clients qui nous challenge, qui veulent justement, ça pousse la création.
que ce soit dans le sourcing, comme je disais tout à l'heure avec Jessica Préalpato. Pour nous, c'est un petit peu tout part de la création. Je ne sais pas si vous avez le droit de goûter pendant le podcast. À chaque fois, je goûte et Clément, il a regardé, il n'a pas le droit de goûter les produits. Non, il y en aura pour Clément aussi. Quelque chose de très onctueux, très riche en bouche, mais en même temps très frais avec le fruit. Pas parce que vous êtes devant moi, mais même dans certaines pâtisseries parisiennes, on ne trouve pas forcément des desserts de cette qualité. Non, pas pour le moment, mais bon, avec, on sait, mais sait-on jamais, hein, l'international, hein, on va leur montrer aux Français comment on fait. N'en dirons pas plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a du bon et du mauvais partout, on va dire ça, mais on se démarque bien. Ça, c'est les fiches techniques un peu. Ça, c'est les fiches. Donc, on travaille comme ça au niveau c'est les bons clients, ça. C'est les bons clients où on va envoyer nos samples, nos présentations. Donc, on en a plusieurs ici. Donc, celle-ci, on parlait de l'airline Qatar. Que ce soit une compagnie aérienne qui est japonaise ou qui vient du Middle East, ou que ce soit, par exemple, un événement comme Wimbledon ou Buckingham Palace, on a à chaque fois une scène qui est différente, un client différent, qui va avoir des exigences différentes. C'est ça qui nous intéresse en fait. And you're taking the photos now, yeah? Technically, I've taken them already. C'est de la passion et c'est un coulis mangue passion. Un exemple de kit, exactement. Donc là, nous avons une tarte avec une panna cotta à la noix de coco, avec un carpaccio qui a été poché dans du jus de citron vert. Il y a un petit peu de pink peppercorn, de poivre rose. On sert ça avec un coulis d'ananas, des cropos de noix de coco torréfiées. Et on a c'est des petites explosions en bouche d'ananas séchées. Un coulis de banane, des Chipetti ici en Angleterre. Mais beautiful. Et au niveau du sourcing, vous en parlez tout à l'heure un peu des produits. Ouais. Donc là, les noisettes, vous allez les chercher. Comment ça marche par rapport au Royaume-Uni Alors, nous aussi, on a le BRC, on a parlé du BRC. Ouais. C'est important que nous, nos fournisseurs déjà sont accrédités BRC au niveau de la traçabilité. Donc on sait que, comme nous, ils ont des très bonnes practices, des très bonnes façons de travailler. Et donc au niveau du sourcing, on a quelque chose qui a été vérifié. Ouais. Et après, c'est vrai qu'on a assez pour les fruits d'avoir de la France, mais c'est pas toujours le cas. On a aussi de l'Angleterre. Au niveau de notre cahier des charges, par rapport au fait qu'on est BRC AA, on ne peut pas sourcer nos produits chez n'importe quel fournisseur. Si on sélecte un nouveau fournisseur, il va falloir qu'on fasse un audit, qu'on s'assure qu'en termes de contrôle qualité, il ait toutes les étapes nécessaires. Donc le sourcing, c'est quelque chose qu'on fait au bureau. On a des équipes pour ça. On a en général des distributeurs sur l'Angleterre, mais on peut très bien aller chercher en France aussi. La France, c'est pour toutes les purées de fruits. Mais on a aussi une obligation aussi aujourd'hui, et on le voit avec nos clients, dans notre cahier des charges, on nous impose que l'origine, par exemple, du fruit, soit France, voire Espagne, pas plus loin. Et une petite sélection qu'on a fait au Palace. Mais c'est marrant parce que tu vois, on a quand ils ouvrent une boîte et qu'ils voient même sans nos logos, en voyant les produits, on est reconnu assez rapidement, quoi. Ça, comme t'expliquais, c'était pour le... Donc ça, c'était pour le Palace. C'est une présentation qu'on a fait la semaine dernière. C'est pour ça la petite couronne. Voilà, on a la petite couronne sur le croustillant chocolat. La semaine dernière, on a dû commencer par une présentation de... Alors là, c'était la deuxième présentation, il y avait à peu près 18 produits. Okay. Donc le chef royal, ça passe à travers les yeux et bien sûr le palais du chef royal. Et on a 3 présentations. Dernière, ça sera au mois de mars. C'est là qu'ils font la sélection. Il y aura à peu près 8 à 10 produits qui vont être sélectionnés. Okay. Et on fait les garden parties au mois de mai. Okay. Il y a 6 garden parties avec à peu près à chaque fois 7000 invités. Donc c'est à peu près 120 000, 150 000, on va dire petite portion, donc on appelle afternoon tea. Dans un espace très réduit. Sur le mois de mai. Mais ça, on est très très fiers de ça parce que c'est vrai que voilà, ça fait bientôt 2 décennies qu'on fournit le Palace. 2 décennies. Je crois qu'il n'y a pas de fournisseur qui a fait ça avant, quoi. Donc là c'est nos desserts en pot. On est assez fort justement dans les desserts en pot. On essaye un petit peu de réinterpréter tous les classiques sous format pot. On a deux tailles de pot. On a le 135 ml, ça c'est plus pour la business class, et on a le 75 ml. Donc 75 ml, ça va plus s'adresser à l'économie. Par exemple, ça c'est un millionnaire shortbread. Il y a le beau petit packaging qui va avec. Didier Pâtisserie. Royal Warrant. On montre à la caméra.
Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on vend dans tout le UK, tu vois, sous notre marque. Et ça, le Royal Warrant, tu veux nous expliquer un peu ce que c'est Donc le Royal Warrant, en fait, c'est quelque chose qu'on a obtenu en 2013. Donc c'est, on a, au bout de 5 ans, on fournit le Palace, on peut remplir, on fait une application. Et donc ça passe à travers une commission et le Palace nous a décrété Royal Warrant, donc c'est une forme de reconnaissance de la part du royaume. Ça fait bientôt 2 décennies qu'on fournit Buckingham Palace, qu'on fait toutes les garden parties du royaume. Et après donc, ça vous permet en fait de mettre ce petit logo qui après est reconnu partout en Angleterre. C'est ça, on l'a sur le van, on va l'avoir sur notre marketing, sur les pots, sur les boîtes. Ça, c'est la partie packing. Donc, on a une équipe qui fait que du packing. Donc, une fois qu'on a l'assemblage, la finition et que les produits sont packés, donc on a du grand froid où les produits sont tenus à température à peu près à moins 18, moins 20. Et après, c'est le packing avant la palettisation. Et moi, justement, à l'époque, quand je ne savais pas encore foncer les tartes ou quoi là-bas, je venais ici. Ouais. T'as fait du packing aussi? J'en ai fait du packing. Parce que vous veniez souvent travailler? Ouais, on venait souvent. Après, c'est vrai qu'on passait la moitié du temps dans les bureaux sur les ordinateurs et après on venait la moitié de la journée ici. Mais... Ouais. Pour nous, le packing, c'est très important. On y a passé pas mal de temps parce qu'évidemment, on a des produits qui sont quand même des produits, on va dire, relativement fragile. On sait qu'après ça va sur une palette et que la palette, elle traverse peut-être le UK, voire elle traverse la Manche. Ouais. Aujourd'hui, on livre aussi des produits en France. Donc c'est très organisé. Cathy est responsable de l'équipe packing. Hi Cathy. Hello. This is Elliot. Remember Elliot? Yeah, hello. How are you? It's been long. It's been a while. She got a screen. Ouais. Avec il y a les dates de livraison, les clients. Donc elle a son plan qui est renouvelé au fur et à mesure que les commandes arrivent. Comme tu peux l'imaginer, la planification, ça va des achats de matières premières, la cuisson des bases, l'assemblage, la finition. Il faut que la chaîne ne soit jamais interrompue. Ouais. J'imagine quand vous faites un produit, c'est fait en sorte à ce que en fait, il est déjà prévu, le jour où il va partir. C'est ça. Et vous ne pouvez pas vous permettre de stocker un produit pendant un mois dans un congélateur. C'est ça. En général, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que quand on planifie une commande, ça va être, je sais pas, 40 boîtes minimum, c'est toujours à peu près le minimum. C'est lancé en production, mais ça ne s'arrête pas. Dans le planning, on a aujourd'hui un logiciel qui a été monté in-house. C'est en fait lancé sur tous les postes de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption jusqu'au moment de la palettisation, en tout cas de la mise en boîte et de la palettisation. Et je dirais même de l'organisation des routes. Parce que du départ, parce qu'on a nos propres véhicules, 2 véhicules, mais on travaille beaucoup avec un transporteur. Donc tout ça, si tu veux, c'est une organisation énorme. C'est vrai que même ça, on dirait même pareil, une tour de contrôle. Il y a un énorme écran avec... Ouais, c'est ça. Et là, quand tu vois par exemple, tu as le nom des clients, et quand tu vois que c'est highlighté en vert, ça veut dire que la palette a été réalisée. La commande est prête. Elle est prête à partir. D'accord ? Donc c'est une belle organisation aujourd'hui. C'est vrai que si tu veux, quand je pense à ce que toi tu as connu, tu vois, le laboratoire où on était plus, on va dire, les artisans qui faisaient des produits beaucoup plus pour les indépendants de Londres. Aujourd'hui, on est beaucoup plus, comme on dit, nationwide. Donc on est plus dans des réseaux avec des distributeurs, etc. Ça reste des produits qui sont artisanales, mais voilà, avec une organisation, une logistique qui est assez importante tout autour, tu vois. Moi, je me rappelle en tout cas quand j'étais petit, dès que je devais commencer à faire un gâteau à la maison, je commençais, en général c'est toi qui prenais le relais. Bon, c'était mon gâteau, mais bon, c'était papa qui faisait. C'est vrai, j'étais comme ça. Ouais, non, j'ai pas ce souvenir là, mais tu as peut-être raison. Et c'était peut-être mon défaut. Non, ça m'a permis d'apprendre. Genre, les gâteaux seraient pas aussi bien sortis, je pense, si je les faisais de moi-même à 8 ans. Non, mais c'est vrai que je me souviens, on faisait pas mal de gâteaux à la maison en fait quand même. Gâteaux, On a fait pas mal de gâteaux à la maison et c'était toujours sympa de vous avoir autour. C'est peut-être ça aussi qui t'a un peu donné l'envie. C'est sûr. Je sais pas si dans une autre vie j'aurais été pâtissier, mais là j'étais prédestiné à le faire. Et je me souviens quand tu nous l'as annoncé. Ah ouais, parce que moi je me rappelle pas vraiment le jour où j'ai pris la décision. Ah si, je m'en souviens, tu avais 11 ans à peu près. On était à 106 Brockley Grove. Notre première adresse, ma première adresse. Et c'est marrant parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Il y avait toi, ta mère et moi, on était là, et puis tu es venu et tu nous as dit comme ça, bon, j'ai quelque chose à vous dire. Et tiens. Et tu nous as dit, voilà, je vais être pâtissier.
Et tu étais vraiment jeune et tu avais l'air tellement sûr de toi. C'est marrant parce que moi je me suis dit, là, ça m'a l'air sérieux. Et avec ta mère, bien sûr, on s'est dit, bon, on va pas lui mettre de pression, il a le temps. Mais quelque part, ta décision était prise, quoi. On sentait, c'était quelque chose. Tu nous as annoncé ça de façon assez formelle, en fait. Ouais. Je m'en souviens, ouais. Bah, quand t'es petit, j'ai toujours voulu faire un footballeur. Mais il y a eu un moment où j'ai choisi ça et depuis, j'ai jamais... Je t'avoue que ça m'a touché. Ouais. Et en même temps, je voulais pas te mettre de pression parce que je voulais pas me dire, voilà, je voulais pas que ça soit mon influence. Il fallait que ça soit ton choix. Mais oui, c'était pour nous, pour moi, et mais pour ta mère aussi, c'est une grande fierté. Une grande fierté. Ça, on est 4 enfants. Ouais. Je suis le seul qui a gardé la branche familiale. Et puis tu le fais à quel niveau? Enfin, je veux dire, là où tu travailles, voilà, t'es dans la cour des grands et c'est assez impressionnant. Ton parcours nous impressionne. Ton parcours nous impressionne, je te le dis. Voilà. Il a grandi. J'ai un peu grandi, ouais. Ça va? Ouais, ça va. Tu te rappelles de moi? Bah bien sûr. Vous m'avez connu, j'étais comme ça. Ouais. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 24 ans maintenant. 24 ans.